Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Pour ce 18e épisode, j'ai le plaisir de partager avec vous mon échange avec maître Camille Aéry. Camille est avocat au barreau de Paris depuis 1997. Il est aujourd'hui associé du cabinet Queen Emmanuel, où il est responsable du pôle contentieux commercial, droit pénal des affaires et enquête de régulateur. Il a également été secrétaire de la conférence, élu au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, ou encore chargé par le ministère de la Justice de la mission d'établir un rapport sur l'avenir de la profession d'avocat, rapport qu'il a déposé en février 2017. Camille fait partie de ces personnes qui semblent être partout, en tout cas dans le milieu parisien, et quand j'ai commencé le podcast, je me suis immédiatement demandé s'il l'invitait ou non. Cela me paraissait à la fois quasiment incontournable, dans la mesure où il aborde dans son rapport sur l'avenir de la profession d'avocat les problématiques du bien-être, d'organisation du travail et de management chez les avocats dont il est en partie question ici. Et d'un autre côté, je dois vous confier que j'étais assez suspicieuse et que j'avais peur que ce ne soit qu'un discours de façade, et j'ai donc finalement décidé d'attendre. J'ai donc hésité pendant quelques jours quand maître Clarisse Bérébi, qui est mon invitée de l'épisode 7, que je vous invite d'ailleurs à écouter si ce n'est pas déjà fait, m'a recommandé d'interviewer Camille. Finalement, j'ai décidé de faire confiance à Clarisse et j'en suis heureuse car en ce qui me concerne, cela a été un échange enrichissant, agréable et je trouve que Camille s'est prêtée avec générosité à l'exercice. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez. Merci à Clarisse pour la mise en relation. Et bonne écoute. Bonjour Camille Aéry. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleurs d'avocat. C'est la joie pour moi. Camille, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors probablement comme pas mal de gens, un peu par hasard aussi. C'est-à-dire que je me suis inscrit en droit sans véritablement avoir de vision de ce que je voulais faire de ces études. Mais je trouvais que le droit comme langage et comme espace de confrontation des idées était un enseignement intéressant. Et puis je me disais que c'était un des plus polyvalents pour me permettre d'exercer le métier que j'avais envie d'exercer à ce moment-là. J'avais envie de devenir journaliste. Pourquoi journaliste ? Raconter des histoires, enquêter, peut-être faire évoluer le rapport au réel. Enfin, je sais pas. Il y a toute une... et puis écrire. Et puis il y avait quelque chose d'aventureux dans la vie du journaliste. Je trouvais qu'il y avait une dimension un peu romanesque dans l'image que je me faisais du travail des journalistes. C'est vrai que j'étais probablement plus près de Tintin que d'autres choses, mais il y avait cette dimension romanesque de la vie d'un journaliste, d'un grand reporter. Et puis le droit en tant qu'instrument de régulation, en tant que discipline, m'a plu. Et donc j'ai commencé à m'y intéresser, mais avec une certaine forme de distance aussi, parce que les années universitaires sont des années dans lesquelles on découvre une forme de liberté, etc. J'ai jamais été très assidu. Je travaille beaucoup plus aujourd'hui que je ne travaillais à l'époque. Et j'ai passé l'examen de l'école du barreau, parce qu'entre-temps, à force de rentrer un tout petit peu plus dans l'exercice de la profession, par des stages, par... Comment vous avez commencé vos premiers stages ? Comment vous les avez trouvés ? Quelle était l'idée derrière ? D'avoir une mise en application concrète. Et puis de solidifier aussi un peu mon CV. Mais donc vous étiez passé côté métier juridique et judiciaire. Oui. Vous aviez laissé derrière vous le journalisme. Oui. J'avais progressivement abandonné le journalisme, pas par déception ou par désillusion. Il n'y avait pas eu d'événement qui m'avait éloigné du journalisme, mais par intérêt vers le droit dont je découvrais en fait une richesse que je n'avais pas soupçonnée à l'époque, puisque il faut quand même pas oublier que c'est une matière qu'on découvre au moment où on s'y inscrit. On ne nous l'a jamais enseigné avant, et le stage en troisième dans un éventuel cabinet d'avocat n'existait pas à l'époque. Et comment s'est passé votre premier stage ? Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, très bien, très bien. Je me souviens d'une chose, c'est d'un sentiment d'abord de très grande solitude. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas d'une famille d'avocats, je n'ai pas d'avocat, de juriste dans ma famille, donc je découvrais l'espace professionnel du droit en demandant un stage, en sortant de nulle part, avec 2 ans d'études de droit. Parce que mon premier stage, je l'ai fait alors que je m'apprêtais à rentrer en 3e année. Donc, c'est-à-dire qu'avec un bagage encore très modeste, très modeste, et dont je pouvais parfaitement imaginer que les avocats ne seraient pas intéressés par un parcours comme le mien. Donc j'ai envoyé je crois qu'à l'époque, il n'y avait pas les mêmes facilités.
j'ai vraiment passé 3-4 jours à envoyer près de 150 lettres de motivation. Et puis j'ai eu 2-3 entretiens et j'ai eu un stage. Et donc je l'ai passé au cours d'un été et ça a été une épiphanie parce que il y avait d'abord un sentiment d'utilité. Pour la première fois, vous vous sentez véritablement utile. Quelqu'un qui travaille, qui vit de sa discipline, vous demande de faire quelque chose, vous le faites, il semble plus ou moins satisfait et vous avez le sentiment qu'il y a une réalité concrète. Donc là, vous êtes dans la réalisation. Et puis il y a quelque chose d'excitant parce que vous vous sentez important en fait pendant quelques temps. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'en plus il y avait une diversité. C'est ce qui m'a vraiment aussi beaucoup touché, c'est que le fait que je n'ai pas eu le sentiment pendant ces 2 mois de stage d'avoir fait 2 jours de suite la même chose. Ce qui est un sentiment d'ailleurs que je vis depuis maintenant 20 ans dans cette profession. C'est une des principales grandeurs de cette profession, en tout cas dans la manière dont c'est une chance, je l'exerce, c'est que je ne fais pas 2 jours de suite la même chose. L'autre axiome que j'ai découvert, c'est que je ne fais jamais ce que j'ai prévu de faire ce jour-là. Ce sont les deux. Heureusement, nous menons cet entretien aujourd'hui. Et effectivement, voilà. Et ce stage était d'une certaine manière, voilà. Et là, en sortant de ce stage, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Après, d'autres stages, la découverte, c'était un stage en cabinet d'affaires. La découverte, même si je la touchais du doigt à travers la mythologie de la profession qu'on voyait dans les journaux, dans les séries, etc., la plaidoirie, la défense des libertés, la figure de l'avocat pénaliste, cette image un peu mythologique, celle-là, je l'ai touchée du doigt au fur et à mesure que je m'intéressais un peu au concours de la conférence du stage, parce que des copains ils l'avaient passé et j'y ai assisté. Je me suis dit, tiens, effectivement, il y a en plus cette dimension-là qui reste une identité forte de la profession. Et ça m'intéresse. Parce que vous, sur donc, ce premier stage en droit des affaires et ensuite alors je ne sais pas comment ça se passait à l'université alors, mais vous aviez plutôt un parcours de droit des affaires, oui. Des options de droit des oui, affaires. Oui, j'avais plutôt un parcours de droit des affaires. Je m'étais mis dans une filière qui était plutôt une filière de droit civil, de droit des affaires. Je ne suis pas certain que j'appréciais tellement ce que j'apprenais, sauf épisodiquement. Je m'étais pris d'une passion pour le droit des sûretés, mais tout ce qui entourait mon parcours en droit des affaires, je le trouvais moins intéressant. Très honnêtement, je trouvais ça moins intéressant. Mais j'avais une telle angoisse de ne pas avoir les cartes qui me permettraient de choisir que je suis allé dans ce que j'estimais être la filière la plus génératrice d'opportunités. Ouais. Et puis après, il s'est passé quelque chose de complètement différent et qui a à la fois désorganiser et réorienter ma vie professionnelle, c'est que sous l'amicale invitation familiale, un ami de mes parents qui était je dis était parce qu'il n'est plus de ce monde malheureusement, c'était un homme d'affaires en Suisse et qui m'avait un peu vu grandir, m'avait proposé de venir travailler pour lui et faire des affaires en Suisse après mon diplôme d'avocat. Donc j'avais passé l'examen d'entrée à l'école d'avocat, j'avais fait mes M2 et 1 an avant ça, j'ai eu cette proposition. Et il y avait une telle effervescence dans ma famille autour de cette opportunité que j'y ai été un tout petit peu emmené. Et donc, j'ai fait mes 2 dernières années d'études de droit avec la quasi-certitude que je n'exercerais pas comme juriste ou comme avocat. Et donc, dès le lendemain de mon diplôme d'avocat, le 1er janvier, le 2 janvier en l'occurrence 1997, ça remonte un peu, je suis parti en Suisse pour travailler, pour devenir un homme d'affaires. Et je ne me suis pas amusé. Ça a duré 6 mois. Pourquoi ? Parce que je n'étais pas d'abord préparé, parce que j'avais fait 7 ans d'études et que je voyais mes amis être actifs et mettre en exercice leur savoir-faire sur des choses qui étaient peut-être très humbles, mais qui étaient déjà très valorisantes, tandis que moi j'étais, entre guillemets, en train de recommencer un cycle d'apprentissage au demeurant très lent, avec une espèce d'apprentissage par capillarité extrêmement lent, par imitation. Et donc mon rythme, je ne parle pas de l'éloignement, mais mon rythme de vie était un rythme qui était extraordinairement lent. Et je n'étais pas dans l'action, j'étais vraiment dans la... Ou alors il aurait fallu que j'attende beaucoup. En tout cas, je ne m'amusais pas. Et donc j'ai pris mon courage à 2 mains, et j'ai annoncé que cette vie ne m'intéresserait pas, que je renonçais à la fortune et la gloire. Donc à Suisse. Cet ami de la famille et à votre famille ? Et oui, absolument. Et comment ça s'est passé ? Vos parents peuvent quand même pas vous faire violence, mais ils m'ont averti, ils m'ont dit, il faut peut-être s'accrocher. Et les propos de mes parents étaient des propos qui étaient très, très justes et lucides. Ils me disaient, voilà, là, c'est une opportunité unique, tandis que tu vas rejoindre un univers dans lequel vous êtes quoi, à cette époque-là, 16 000 avocats.
tu n'y connais personne, nous n'avons pas la connaissance de cet environnement, tu ne l'as pas, tu seras un peu plus seul au milieu de 16 000 avocats que tu ne l'aurais été en Suisse. Mais vous aviez fait des stages. Est-ce que pendant cette première entrée en tant qu'étudiant dans la profession, vous vous étiez senti seul? Est-ce que vous aviez l'impression de ne pas avoir été accueilli? Je dis ça par rapport à ce que vous disiez, vos parents alors, et est-ce que eux, ils vous disaient ça justement parce que peut-être vous leur aviez retransmis je sais pas, un sentiment de solitude Non, je pense que après, chacun a ses ressorts et a ses biais et ses fractures narcissiques, hein, de toute façon. Mais non, je pense qu'il y avait un sentiment général qui était que mes parents sont arrivés en France pour faire de leurs études au début des années 70. Moi, je suis né ici. Et même s'ils se sont totalement intégrés et que voilà, nous avons une vie française depuis toujours, il y a quand même un sentiment que cet environnement-là, celui du droit, avec ses codes, de la profession, avec parfois des hérédités dans cette profession, ne faisait pas partie de notre univers. Et donc il se disait, la vie des affaires, au fond, est une vie dans laquelle on peut très très vite s'enraciner, s'implanter. Dans un environnement plus traditionnel, ça risque d'être plus difficile pour toi. Donc je pense que c'était un rapport à l'agilité et à la mobilité. Le monde des affaires est plus, à la fois, est peut-être moins affectif. N'importe qui peut y développer une opportunité. Le monde des avocats a ses codes quand même. Et les vitesses de déplacement des uns et des autres ne sont pas les mêmes selon qu'on connaît cet environnement, qu'on en connaît les codes, les usages. Et ce qui était certain en toute hypothèse, et ça c'est quelque chose que j'ai gardé et qui est une obsession chez moi lorsque je réfléchis à la manière dont on peut accueillir les plus jeunes avocats dans la profession, c'est une profession dans laquelle on est seul dans les premières années. C'est-à-dire qu'on est très très entouré avec dans les écoles d'avocats. En tout cas, on nous bombarde de formations, etc. Et puis une fois qu'on a prêté serment, alors là on est totalement livré à nous-mêmes. Totalement livré à nous-mêmes. Donc en fonction de la relation que l'on peut bâtir avec ses patrons, ses mentors, de l'échange d'informations qu'on peut avoir avec eux, notre parcours peut être totalement bouleversé. En tout cas, vous aviez pas, enfin, il y avait voilà cette appréhension de vos parents par rapport à leur code et voilà. Oui. Vous, c'est pas quelque chose qui vous avait choqué dans vos premières expériences dans ce monde d'avocat, et donc vous décidez quand même de revenir, oui. De faire face peut-être à ces décalages de code et de famille. Comment se sont passées vos premières années justement? Alors, je dois énormément à la conférence du stage, c'est-à-dire que c'était un pari. Quand je suis revenu, je me suis dit, mon vieux, tu viens de renoncer à quelque chose qui n'était pas confortable, mais qui était relativement linéaire et stable, où tu aurais appris lentement, et voilà, il y avait une forme de stabilité, alors que là, je retournais à un environnement que je connaissais un peu, mais où tout était à bâtir, tout. Et donc, j'avais pas le choix en fait, il fallait que je trouve un moyen de donner un coup d'accélérateur, d'autant plus que, ça, ce sont les complexités des agendas de recrutement, c'est que quand on arrive dans la profession au mois de juin, tous les grands recrutements ont été faits entre décembre et avril, puisque c'est la période qui suit la sortie de l'école du barreau. Donc j'arrivais en plus dans un environnement où la plupart des places avaient déjà été réservées. Donc par un amical concours de circonstances, j'ai pu trouver un job un peu presque à mi-temps, très humblement rémunéré auprès d'un confrère qui s'appelle Yves Sexer, à qui je vaudrais toujours une reconnaissance amicale pour la confiance et pour son accueil. Et puis je me suis dit, je vais passer le concours de la conférence. Si j'ai un moyen de donner un coup d'accélérateur à ma carrière, d'apprendre à nouveau et de me remettre dans un espèce de rythme, il faut que je passe le concours. Donc, vous connaissiez des personnes qui l'avaient passé? Je connaissais une personne qui l'avait passé. D'accord. Je l'avais vu une fois. C'était un ami d'une amie et je l'avais vu passer son 3e tour. Il avait été illustrataire, mais je ne le connaissais pas plus intimement que ça. Mais j'avais vu ce soir-là, à travers le concours, d'abord la beauté de ce concours, sa dimension, voilà, encore une fois romanesque. Et puis les mots, la langue française, les références, tout ce décorum. J'étais au cœur de la profession. Là, je ne pouvais pas me dire que je suis encore plus au cœur de la profession qu'au milieu du 3e tour du concours de la conférence du stage. Et donc j'ai prêté serment un mercredi, j'ai passé le concours le lundi, parce que je n'avais jamais plaidé. Donc mon patron m'a dit, écoute, tu ne peux pas passer le concours de la conférence ce soir si tu n'as jamais plaidé. Donc il m'a fait plaider une affaire à Versailles, je me souviens, l'après-midi du lundi, qui précédait de quelques heures le passage du concours. Et alors cette première plaidoirie?
avant le concours, justement? Oh, c'était marrant, c'était pas grand-chose, hein. Mais il y avait un incident d'audience devant la cour. Donc je suis allé le plaider, et ça s'est, je crois, bien passé. Je ne garde pas un souvenir précis, mais en tout cas, c'était peut-être de bon augure, je ne sais pas. J'ai passé le premier tour du concours, puis ensuite, j'ai eu de la chance, j'ai été au deuxième tour, puis troisième tour, et puis j'ai été élu cette année-là, en 97, donc pour l'exercice 1998. Est-ce Et que vous vous souvenez du sujet de votre troisième tour? je me souviens de mes sujets de troisième tour, et j'avais pas beaucoup aimé mon sujet de troisième tour. En tout cas, j'aurais préféré le traiter autrement, par l'autre thèse. Je devais répondre à: peut-on tromper autrui sans s'égarer soi-même? Et je devais répondre non, ce qui était l'approche la plus moraliste, alors que dans des sujets comme cela, on préfère avoir une position plus cynique, plus libre, parce qu'elle offre une palette de possibilités plus grande. On va plus loin dans la liberté de parole lorsqu'on veut avoir des propos abrasifs. Tandis que lorsqu'il suffit de dire bien Malaki ne profite jamais, c'est compliqué de faire un discours de 10 minutes avec ça. Donc j'aimais moins mon sujet de troisième tour. Et j'avais eu au premier tour Tout livre est-il sacré? C'est un sujet que j'avais beaucoup aimé. Et peut-on se libérer de son milieu social au deuxième tour? Voilà, c'était mes 3 sujets de conf. Donc j'ai été élu en novembre ou en décembre 97. Et la conférence est effectivement quelque chose qui restera à jamais pour moi un moment de félicité dans ma vie professionnelle, d'apprentissage, de liberté, de construction. Justement, est-ce que vous pouvez nous en parler de cette conférence, surtout de ce que ça vous a apporté, en fait, concrètement? D'abord, ça vous apprend, c'est une école accélérée universelle, en ce que tous les enseignements dont vous avez besoin, tous les codes que vous devez essayer d'intégrer, vous y sont enseignés dans la joie ou parfois la douleur en un an. C'est un concentré de tout, un réapprentissage de tout. D'abord en termes de compétences techniques, puisque vous plaidez tous les jours des affaires correctionnelles, on plaide à peu près 150 affaires correctionnelles en un an. Donc c'est un apprentissage de la procédure pénale, du droit pénal, de la plaidoirie. Il faut développer un esprit d'escalier puisque vous avez quelques minutes parfois pour essayer de comprendre les quelques faits approximatifs d'une affaire qui va être plaidée devant une chambre des comparutions immédiates. Vous avez de l'autre côté de la chaîne pénale les affaires les plus graves puisque vous êtes commis d'office dans les affaires criminelles lorsque la personne qui va être mise en cause, mise en examen n'a pas les moyens de se payer un avocat. Donc vous avez de l'autre côté les crimes les plus abominables. Vous avez donc le toucher du doigt, d'une certaine manière, tout le possible humain. Vous avez le souvenir d'une affaire en particulier? Oui, il y en a plusieurs qui m'ont marqué. La criminalité de la misère est souvent une criminalité de la violence et de la sexualité. C'est vraiment les choses qui me reviennent le plus. C'était souvent des affaires de mœurs, des affaires de viol, d'assassinat, de gens extrêmement démunis. Donc il y avait une dimension de pauvreté, de très grande précarité sociale. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est malgré tout une découverte d'une forme de vie très marginalisée sur le plan social. Il y a une affaire qui m'avait marqué, je ne veux pas vous retenir trop longtemps là-dessus, mais c'était une affaire absolument inouïe d'une femme qui était venue en France, qui s'était endettée, c'était un couple d'Italiens très pauvres, qui s'était endetté auprès de leur communauté villageoise après avoir épuisé toutes les ressources possibles des différents hôpitaux de la région où ils vivaient pour essayer de régler le problème de leur petite fille de quelques mois qui avait régulièrement de la fièvre, de forte fièvre. Et donc, finalement, les médecins italiens, perdus en conjecture, leur ont dit « Allez à l'hôpital Necker à Paris parce que c'est les meilleurs et montrez votre enfant aux médecins. » Donc, ils se sont réendettés auprès de la communauté. Ils sont allés, ils ont voyagé avec leur enfant et ils l'ont montré à Necker. Et Necker eux-mêmes ont mis l'enfant en observation pendant plusieurs jours. Je passe les détails, je ne m'en souviens plus exactement, mais à un moment, ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que l'enfant allait mieux. Et puis, de temps en temps, l'enfant recommençait assez bizarrement à rechuter. Et puis un des médecins qui avait une idée derrière la tête a, je ne sais plus, essayé de mettre en place un dispositif de surveillance. Et en fait, on s'est rendu compte que la mère qui est diabétique, à chaque fois qu'elle se faisait une piqûre d'insuline, en faisait une à son fils, à sa fille. À sa fille, je crois que c'était une petite fille. Et c'est une maladie, c'est une névrose, une maladie, alors je ne sais pas exactement si le terme névrose ou maladie est le bon, pardon. Syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire que vous avez une relation tellement fusionnelle avec votre enfant que vous lui inoculez une maladie pour mieux pouvoir le sauver ou le protéger. Et c'est vrai que quand on a, je devais avoir quoi à l'époque, 25-26 ans, découvrir ce genre de choses est absolument inouï, à la fois sur le plan de la complexité de l'âme humaine, le caractère dramatique de cette mère qui empoisonne son enfant pour le soigner,
tout le drame social que ça engendre, puis surtout la construction du mensonge intime, puisque elle le sait, c'est elle qui est à l'origine de tout ceci, donc toutes ces étapes au cours desquelles elle aurait pu se retenir. Et la construction de la plaidoirie, de la manière d'aborder cette question dans l'audience, a été l'instruction criminelle, parce qu'il y avait un empoisonnement, a été un des dossiers les plus forts, les plus durs aussi que j'ai eu à traiter, et celui dans lequel on pouvait rentrer sans impudeur, hein, dans les parties les plus intimes de l'âme, et plaider l'âme humaine. C'est pas toujours facile dans les autres dossiers. Dans celui-ci, on était manifestement dans un sujet qui relevait de la psychanalyse, de la psychologie, et c'était absolument passionnant. C'était une sorte de laboratoire, et on a pu trouver une solution. Elle a été condamnée de manière à couvrir sa peine, puisqu'elle avait été mise en détention, et elle a ensuite été traitée et suivie en Italie, parce qu'il n'était pas question pour des raisons évidemment liées à la thérapie. On ne pouvait pas la traiter sur le plan de thérapie avec un interprète, sinon ça aurait été le traitement de l'interprète et pas d'elle. Et donc on a pu trouver une solution avec le parquet, avec les juges, etc. Et elle a été ensuite renvoyée en Italie. Je n'ai pas eu de nouvelles, mais cette affaire est restée une affaire très très marquante pour moi. Et après avoir fouillé l'âme humaine donc dans la conférence, votre année termine, est-ce que pendant cette année vous étiez encore collaborateur dans le cabinet où vous étiez J'étais plus collaborateur chez Yves parce que le rythme de travail de la conf fait que vous êtes objectivement, on a beau essayer de ménager la chèvre et le chou, à un moment vous n'êtes plus disponible. Et puis j'étais son seul collaborateur. S'il en avait eu 3 ou 4, il aurait supporté plus facilement mes absences. Mais je désorganisais son activité et très amicalement, on s'est dit qu'il fallait que je trouve une autre solution. J'ai rejoint très très vite, après mon élection, Christian Charrière-Bournazel, qui est un avocat dédié au judiciaire, que j'admire énormément. Et donc j'ai rejoint le cabinet de Christian, à ce moment-là, pendant mon année de conférence. Mais le deal, c'était que vous vous concentriez sur la conférence pour pouvoir... Un peu les deux, c'est-à-dire que comme l'activité de Christian était une activité beaucoup plus judiciaire, elle était plus compatible avec mes déplacements permanents au palais. Là où Yves avait une activité plus de droit des affaires, et là ça créait vraiment un problème de calendrier et d'agenda. Et donc quand vous avez terminé la conférence, vous êtes resté dans ce cabinet Absolument. J'ai terminé la conférence, je suis resté dans le cabinet, où j'ai, je crois, appris, j'espère, aux côtés de Christian. Mais c'était un cabinet où il n'y a... ce n'est pas... C'est le modèle de fonctionnement de ce cabinet. C'était un cabinet qui était assez traditionnel dans son organisation, dans son management. Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est que c'est un cabinet dans lequel il y a moins de perspectives de développement. C'est un cabinet qui est construit dans une approche qui est, on recrute des collaborateurs, on les forme, ils sont très impliqués sur les dossiers, et puis à terme, ils prendront probablement leur envol. Il n'a pas une vocation à devenir une plateforme plus large. Donc il y avait nécessairement, je pense, une fin à mon activité avec Christian. Et ce sentiment de plénitude a dû être atteint vers le début de l'année 2000, où je me suis dit, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis là. J'ai appris, mais voilà, maintenant j'ai envie de travailler dans un environnement un peu différent, avec une plateforme un peu plus large, avec plus de monde autour de moi. J'avais envie de travailler en équipe. J'avais besoin de travailler en équipe, d'échanger avec des gens. Et comment vous avez solutionné ce problème ? Alors, je l'ai solutionné. Alors, c'est même encore plus compliqué que ça, mais je ne peux pas vous embêter avec des détails. C'est que j'avais envie non seulement de travailler en équipe, mais de travailler dans un environnement plus international. Et je trouvais que mon parcours, même si j'avais été très heureux de mon expérience à la conf et avec Christian et avec Yves, ne me permettait pas de franchir une étape qui était celle d'une forme déjà de globalisation. J'avais envie de travailler dans une structure qui est une plateforme de travail sur des sujets avec des entreprises. J'aimais bien cette dimension de la vie des affaires, mêlée au judiciaire bien sûr, mais j'avais envie de ça. Et comme ça me manquait, cette dimension internationale, que j'avais envie de travailler avec plusieurs cultures juridiques, j'avais fini par me dire, en quittant Christian, tu vas présenter des LLM, tu vas faire un LLM aux États-Unis. À l'époque, ce n'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui, mais on commençait déjà à en faire. Je n'étais pas pionnier, il y en avait moins. Et donc j'ai présenté des LLM en me disant, je vais quitter Christian, je vais faire un LLM. J'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais fait des économies. Et comme ça, après, je reviendrai dans la profession et j'aurai un champ nouveau d'expérimentation vers les cabinets d'affaires. Donc j'ai présenté des LLM, j'ai quitté Christian, et puis je me suis dit, bon, je n'ai pas encore les résultats de mes LLM, alors je vais passer quelques entretiens, je vais envoyer quelques CV, et puis un cabinet qui s'appelle Auguste de Bouzy, qui m'a reçu en entretien, et ça s'est très bien passé, j'ai eu une offre, et je n'avais toujours pas le résultat de mes LLM, et puis j'ai eu mes résultats de LLM, et j'ai eu des LLM. Et donc quelques semaines après être rentré chez eux, un peu angoissé, je suis allé dans le bureau de ma boss de l'époque. Et je lui ai dit, voilà, j'ai un LLM, je voudrais démissionner parce que j'aime beaucoup ce cabinet, mais je
j'ai besoin de partir. Je veux rebooter d'une certaine manière une partie de mon parcours et je veux partir aux États-Unis. Et vous les aviez prévenus quand même que vous aviez déposé les candidatures en LLM? Elle dit oui, on verra, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée, si t'es là, si t'es avec nous, etc. Mais à un moment, tout le monde oublie, en fait. Vous êtes dans le travail, puis ça a commencé, puis on se dit, voilà, les conditions sont oubliées. Les notes de bas de page, les conditions générales, on ne les lit pas. On est rentré dans la vie ensemble. Donc j'ai démissionné. Et à ce moment-là, ce qui est assez troublant, parce qu'on est tout jeune, on se dit, tiens, c'est marrant, une organisation tient à vous. J'ai commencé à me débarrasser de mes dossiers de la conf, parce que j'avais des vieux dossiers qui traînaient. J'ai envoyé mes dossiers perso à des copains. On a organisé une fête pour mon départ. J'avais mon prêt qui était fait. J'avais quasiment mon appartement aux États-Unis qui était déjà loué. Et puis, le fondateur du cabinet, Gilles, m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, écoute, c'est dommage, parce que ça se passe bien. Tu devrais rester avec nous encore un peu. Et on t'enverra nous aux États-Unis. Si tu veux partir aux États-Unis, on t'enverra aux États-Unis. Et c'était une proposition qu'on ne pouvait pas refuser. C'était difficile, puisqu'il y avait à la fois l'expérience que je souhaitais, et puis la continuité dans un environnement qui me plaisait. Et donc j'ai renoncé à ce LLM. Donc vous avez eu confiance dans le fait que ça allait se réaliser, que c'était pas juste... J'ai fait ce pari. Il m'a dit, si tu veux, je te l'écris, mais j'ai confiance. Et les relations étaient bonnes. Et j'ai eu raison. Je suis resté 1 an de plus, j'ai consolidé ma présence dans le cabinet. Puis comme c'était prévu, 1 an après, je suis parti aux États-Unis. Je suis parti dans le cabinet depuis lequel je vous parle aujourd'hui. Puisque j'ai passé 1 an et demi à Los Angeles, chez Queen Emmanuel, que j'ai découvert à ce moment-là. À l'époque, il y avait 160 avocats dans tout le cabinet. Et puis, ça a été une expérience absolument passionnante. Humaine avant tout. Humaine. Je ne pourrais que suggérer aux gens de voyager longtemps, loin, parce que c'est un nouveau terrain d'expérimentation humain. Donc, Auguste Debouzy vous a envoyé chez un cabinet ami Absolument, son cabinet correspondant aux États-Unis. Ils en avaient plusieurs. C'était celui-ci qui faisait du contentieux. Je faisais du contentieux. Ça avait le plus de sens. Et alors, cette expérience à l'étranger? Éblouissant. D'abord, apprentissage d'un droit, d'une culture, d'une manière de travailler, contact avec un marché du droit qui est à nul autre pareil, qui a 15-20 ans de maturité par rapport au nôtre. Alors c'est un continent, c'est pas seulement un pays, c'est un continent, avec en plus toute une puissance économique. Une place réservée au droit et à la fonction juridique qui n'existe pas encore aujourd'hui en France. Donc une qualité attachée à la parole de l'avocat, une unité de la filière juridique qui nous manque, une forme de loyauté entre le juge, le procureur et l'avocat, qui crée une qualité de débat et de discussion qui est assez stimulante, je le reconnais. Ça nous manque parfois ici. Et puis sur le terrain personnel, parce que je ne peux pas faire l'abstraction des deux, il n'y a pas le moi qui travaille et le moi qui vit. C'est un terrain d'expérimentation. J'ai 27 ans à ce moment-là, je crois. Et non, j'ai 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai appris de ma vie d'étudiant, de ma vie d'adolescent et de ma vie professionnelle, et j'arrive dans un environnement nouveau où personne ne me connaît. Et je suis moi, je conseillerais toujours aux gens qui m'interrogeront sur cette question de mener une expérience comme celle-ci. Je pense que l'expérience de l'expatriation est une expérience qui est une des plus enrichissantes qui soit. Vous en avez profité pour vous réinventer? Je l'espère. Ce serait très présomptueux. Ce serait très présomptueux. La curiosité, peut-être, à autrui, l'écoute. Et nécessairement après, je pense, et encore je le dis avec la plus grande humilité parce que je ne sais pas, mais je pense qu'une des qualités qui découle de la curiosité et de l'écoute, c'est la bienveillance. Mais quand on fait un pari de réinvention, dans le cadre d'une expatriation notamment, où voilà, on connaît personne et personne ne nous connaît, donc c'est cette opportunité d'explorer des choses qu'on n'explorerait pas dans son habitat naturel, puisque on est un peu coincé par ce regard des autres et ce regard sur soi. Donc quand on fait ce pari-là de réinvention, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut moins faire ou moins être, et d'autres qu'on veut plus être et plus faire. Est-ce que vous arrivez à identifier ce... Oui, alors, oui et non, j'espère. Je ne peux absolument pas donner un sentiment de certitude sur. Non, mais c'est une perception, mais je vais vous donner ma perception. En fait, c'est l'unité.
C'est-à-dire que la solitude, l'expatriation, parfois elles se conjuguent. En l'occurrence, j'étais seul là-bas. Vous amène et vous invite à une forme de réflexion et d'unité. D'abord, c'est un rapport au temps, parce qu'on est moins dans l'éparpillement, on est plus concentré, la manière de travailler là-bas est différente. Le temps libre qui était le mien était différent, j'étais moins sollicité au début en tout cas, et donc j'ai pu passer plus de temps avec moi-même. Et ça, c'est souvent ce qui manque dans nos professions, on s'éparpille, on se fragmente. Et donc ce sont des choses toutes simples, hein. Aller marcher, aller courir, faire attention à soi, lire des livres, En plus, Los Angeles. Et puis Los Angeles, alors, puis moi je me souviens, j'ai un rapport à Los Angeles qui est celui de ces longues sessions de route où vous devez conduire pour aller vers le centre-ville où je travaillais avant de retourner là où j'habitais, parce que c'est une ville qui n'est pas, c'est une ville comme vous l'imaginez, qui est extraordinairement étendue, d'artères, de communication avec des voitures. Là-bas, on vous demande ce que vous conduisez. Ça fait partie du prolongement de vous-même. Où est-ce que tu habites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu conduis? Ça faisait partie des questions qu'on vous pose. Et donc je me souviens de ça, du temps et de l'unité, la lecture, retrouver le temps de la lecture. Ça, c'est des choses qui me manquaient. Parce que dans les premières années de la profession, cette profession est un gaz rare. Elle occupe tout l'espace que vous lui laissez. Et donc, et puis elle développe, quand on la pratique bien, hein, une forme de schizophrénie, puisque vous êtes monsieur A le matin, madame B à 11h, monsieur C à 13h. Et donc à un moment, on a besoin de retrouver une forme d'unité, et je pense que retrouver l'unité est consubstantiel à une forme de solitude à un moment. Il faut pouvoir s'isoler. Et ça, c'était une extraordinaire opportunité de recherche de l'unité et de réappropriation de son propre espace, voire de son corps en fait. On fait du sport, on marche, on court, on voyage, on est libre. Et de cette unité découle curiosité, écoute, bienveillance, vous avez dit? Je l'espère. En tout cas, curiosité et écoute, parce qu'on rencontre des gens, on se met à leur disposition, ils vous accueillent, et donc je leur suis reconnaissant aussi. Et c'est vrai que les amitiés que je me suis forgées pendant cette année sont des amitiés qui sont très précieuses, parce que ce sont des personnes avec qui grâce auxquelles j'ai découvert une ville, une vie, un pays, une culture, et des échanges, voilà, et je leur dois énormément, énormément. Et donc, c'est vrai que ça nous invite à une forme de réciprocité. On se sent redevable d'une forme de réciprocité universelle lorsque vous êtes accueilli. Donc, la bienveillance, j'espère, provoque la bienveillance. Et quand vous êtes rentré après cette année et demie chez Queen Emmanuel, comment est-ce que vous avez poursuivi cette unité et réinjecté peut-être ces choses auxquelles vous étiez plus ouvert à Los Angeles? Encore une fois, vous avez cité l'écoute, la bienveillance, la curiosité. À Paris, dans votre tour chez Auguste Edebouzy. J'ai pas fait une analyse chimique des conditions du retour. Je sais que j'étais inquiet parce que personne n'est irremplaçable, personne. On se fait tout d'un monde de la disparition des gens et puis un jour ils sont partis et puis c'est un grand trou dans l'eau. Et donc il allait de soi qu'en revenant, il fallait que je reconstruise et que je me demandais si j'allais pouvoir retrouver ma place ou retrouver une place et rebondir. Et ça s'est fait. Je ne sais pas dans quelle mesure ce que j'ai pu développer, je l'espère, aux États-Unis, sur le plan intime, comme vous l'évoquiez, a été mis en application. J'espère qu'il l'a été. Et toujours est-il que j'ai pu véritablement trouver un épanouissement après. C'est vrai aussi que je pense avoir pu ramener, et ça c'était tout le bénéfice de cet apprentissage, une manière de travailler, une culture de travail nouvelle, une manière de voir, de manager les gens. J'ai découvert une manière de manager aux États-Unis, qui n'était d'ailleurs pas incompatible avec celle de mon cabinet, hein, qui a toujours été Auguste Edebouzy a toujours été un cabinet extrêmement innovant, avec un rapport à autrui qui a toujours été très enrichissant. Je leur dois énormément de ce point de vue-là. Et donc, quand vous dites, vous avez découvert une manière de manager aux États-Unis, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Il y avait une très forte responsabilisation, un engagement très fort, une très grande, alors le mot que je choisis est peut-être pas le bon, mais c'est celui qui me vient, une certaine forme de décontraction dans le rapport à autrui. C'est-à-dire que c'est très pro, mais c'est très décontracté et c'est très doux. Assez paradoxalement, on peut penser que les rapports sont assez brutaux, etc. Les gens se disent les choses, mais ils se les disent sans agressivité parce qu'il y a un postulat préétabli qu'on est là pour bosser
et qui a un engagement complet et total, et non équivoque. Et donc il y a une forme de fluidité, et je les salue pour cela. Il y a une fluidité dans le travail. Et ça, vous aviez l'impression que c'était moins commun donc en France. En France. Et chez Auguste et Debussy, qui était quand même une structure, selon vos propos, assez sensible à ces choses-là. Très. En tout cas, où il y avait un terreau fertile pour développer Très, ça. très. Vous avez réussi Oui. à importer et à développer ces choses que vous aviez découvertes. Et... Je l'espère. Je pense que j'ai eu plus de la chance que du talent. Mais je l'espère. En tout cas, vous avez eu la volonté d'intégrer ça dans votre pratique en France. Ah bah complètement. Et comment ça a été... je sais pas, vous avez été un peu acteur d'une certaine dynamique, du coup, à vouloir apporter une certaine culture. Ça veut dire que potentiellement on essaie de modifier des molécules. Oui. Est-ce que, je sais pas, comment ça a été accueilli, comment... Je crois très bien, sans violence, ça n'a même pas été une question. C'est-à-dire que c'est un cabinet dans lequel on laisse quand même les personnalités s'exprimer, ce qui est une très bonne chose. Et donc, je crois que ça a été ensuite une série d'opportunités et de chances. Moi, je m'incline très humblement devant des opportunités, des chances que j'ai pu avoir dans ma vie, des dossiers qui sont apparus dans lesquels, voilà. Non, ce que j'ai ressenti aux États-Unis, c'est un engagement. C'est ça qui me plaisait. C'était déjà le cas chez Auguste. Mais il y avait un engagement, il y avait un projet. Tout le monde bossait dans la même direction avec la même énergie. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Et donc, cet engagement, ça, je voulais qu'il soit transplanté de manière intacte dans ma nouvelle expérience de Auguste Debussy 2. Et j'ai eu de la chance et ça s'est fait. Ça s'est fait, une fluidité. Alors, je ne sais pas si ce sont les qualités d'écoute, de curiosité ou de bienveillance qui ont fait en sorte que l'interopérabilité avec autrui s'est faite. Mais on a pu se développer. J'ai pu développer une pratique en contentieux, développer des liens avec les États-Unis, en tout cas maintenir les liens que j'avais. Donc, il y a toute cette espèce d'échange, cette énergie qu'on avait pu développer aux États-Unis, qu'on a pu, je l'espère, importer et démultiplier à partir d'Auguste Debussy, qui s'est développé aussi avec le talent de ses avocats. Donc ce que ça veut dire, c'est que Auguste Debussy, qui fait ce pari de vous envoyer à Los Angeles, Ouais. c'est un investissement quand même pour le cabinet de perdre un collaborateur qu'il a commencé à former et de prendre le risque aussi que ce collaborateur soit chassé ailleurs, à son retour ou autre, réussit à quand même en tirer l'opportunité au retour, de dire on envoie des personnes à l'étranger, ça veut dire qu'elles vont revenir différentes, avec une autre culture, mais on accepte aussi que ce changement, qu'on soit enrichi de l'expérience de notre collaborateur qui s'enrichit ailleurs. Non, mais parce qu'il y a des cabinets, moi j'ai des amis qui ont eu des expériences assez similaires, et où en fait au retour, les cabinets, en pratique, n'arrivent pas à se laisser influencer par ces richesses extérieures, en fait. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Je vois ce que vous voulez dire. Alors, aucun exemple n'est malheureusement susceptible d'une généralisation. Je ne sais pas quelle est la nature de l'arythmie que vous décrivez dans l'expérience de vos camarades. Moi, en ce qui me concerne, ça s'est fait assez naturellement. Puis en même temps, j'étais aussi un bon élève. C'est-à-dire que j'arrivais pas en disant je vais changer le monde, voilà comment il faut faire. On bossait beaucoup. Ça, s'il y a une chose qui est une constante, c'est le travail. On peut suggérer toutes les recettes, on peut suggérer tous les changements de méthode. Si le socle de tout ceci n'est pas avant tout un engagement viscéral, complet, quitte à faire des sacrifices sur notre vie personnelle parfois, et travailler énormément, ça ne peut pas fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, tout ça ? Sacrifice, travailler énormément. Ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut travailler beaucoup et qu'il faut qu'on comprenne pourquoi on est là. Nous sommes là pour prêter nos services à des gens qui ont des soucis, des questions. Et leur rythme doit gouverner le nôtre. L'importance des problématiques qui nous sont soumises, la sophistication des problématiques qui nous sont soumises, je l'espère croissante et démultipliée, si les choses se passent bien, nécessite de notre part une adaptation. Donc, chaque idéal a ses servitudes et ses contraintes. Chaque idéal a ses servitudes. Moi, mon idéal, c'était de construire une pratique professionnelle qui soit marquée par des beaux dossiers, des problématiques compliquées, où je puisse rencontrer des gens de plein de cultures différentes et que j'admire. Voilà, c'est ça que je voulais. Et donc ça nécessitait d'aller au-devant des dossiers qui me permettent d'avoir cela. Et ça nécessite d'être disponible. C'est drôle parce que j'ai interviewé Paul Linière, que je vais diffuser là jeudi, et c'est un discours qui est très similaire au vôtre.
sur les heures de travail, cet engagement, Ouais. et le mot engagement d'ailleurs qu'il utilise, et la notion de sacrifice, etc. Ouais. Et aussi sur cette volonté d'aller au-devant des dossiers et des problématiques qu'il voulait traiter, et qu'il voulait traiter dans le sens qui avait du sens pour lui, c'est-à-dire en fait de travailler de manière à avoir cette liberté dans les dossiers et dans la clientèle. Donc vraiment, ça me... une évocation. Paul est un excellent confrère, accompli, et je comprends ce qu'il veut dire. Moi, je pas là. Je peux contrôler ma clientèle, en tout cas choisir. On est tous, quand on est avocat, on est tous un peu, je pense. Sauf si vous n'avez pas besoin de vivre de votre profession, ce qui est une chance. Et c'est pas mon cas. Je ne saurais jamais si je peux choisir mes clients. Je ne sais pas si je serais en mesure de dire aujourd'hui, ce dossier m'intéresse moins, je ne vais pas le prendre. Parce qu'on a une telle angoisse que les clients n'appellent plus, que les clients ne viennent plus, qu'ils ne s'intéressent plus à vous, qu'on va saisir toutes les opportunités. Et par ailleurs, cette profession est l'acquisition, mais là je passe déjà peut-être à un autre thème, mais l'acquisition en tout cas de votre clientèle, ou l'adoption par la clientèle de ce que vous êtes. Parce que c'est une adoption en fait. Il y a un peu de cerveau droit et un peu de cerveau gauche. Il y a l'expertise et il y a l'empathie. Et relève d'un tel mystère qu'il faut travailler tout le temps. Et que l'énergie que vous mettez dans cette profession, je pense, finit par produire un effet, mais dans un espace-temps que vous ne maîtrisez pas. L'énergie que vous mettez demain à donner une conférence, ou à faire un cours, ou à écrire un article, produira peut-être, dans un espèce de ricochet invisible, des effets dont vous bénéficierez dans 2 ans et demi. Mais il faut l'avoir fait. Donc on ne peut pas se permettre d'arrêter, d'être engagé et de travailler. Et comment est-ce que vous avez vécu l'autre partie, donc c'est-à-dire la partie du sacrifice, du temps, ouais. du temps de travail. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous avez une famille ou autre, mais famille, oui. Comment est-ce que vous avez vécu ça par rapport à votre aspect plus vie privée? Alors, vous avez dit, on n'est jamais Camille à la maison et Camille au boulot, sûr. on est toujours un, Ouais. mais il y a quand même ces 2 univers. Bien sûr. Comment est-ce que vous avez vécu ça? À la manière d'un jongleur d'assiettes chinoises qui essaie de faire en sorte que les trucs ne tombent pas, je pense. C'est un exercice. C'est un exercice qui n'est pas un exercice individuel. C'est un exercice qu'on fait à 2, avec ma femme, grâce à elle, en se rendant l'un et l'autre disponibles. C'est un exercice auquel on croit à 2 aussi. J'ai besoin d'être soutenu, tout comme j'espère la soutenir lorsque elle a besoin de libérer du temps pour son travail. Donc je pense qu'il y a un peu des 2, mais c'est un sacrifice que j'étais disposé à faire, en me disant, voilà, ce sont des années qui sont des années importantes, ce sont des opportunités dont tu dois te réjouir, et il faut les saisir. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ça. Tu as une responsabilité vis-à-vis de ton avenir, vis-à-vis de ce que tu veux construire, vis-à-vis de ce que tu veux offrir à tes enfants, comme socle, et de ce que je veux pour moi-même. Je voulais qu'il y ait cette espèce d'effervescence dans ma vie professionnelle, cette variété, cette diversité, je l'espère, cette richesse des dossiers. J'espérais me rendre utile sur des sujets de plus en plus importants. Donc il fallait les faire, ces sacrifices. Et bien sûr, on les a faits. Les samedis, les soirs, les week-ends annulés, les moments qu'on a moins passés ensemble, les livres qu'on a moins lus, les marches solitaires qu'on a moins faites. Mais voilà, à un moment, il faut privilégier la qualité sur la quantité. Voilà. On s'en fait tout un monde au début. Et puis un jour, on se dit, le lendemain, oui, finalement, j'ai annulé ma sortie d'hier soir pour rester bosser sur un dossier qui était important et où j'ai été utile à mon client et j'ai fait mon métier. J'ai fait le job. C'est pas si grave que ça, finalement. Donc, voilà. Après, avec le temps, on le pondère plus ou moins, mais j'en fais encore. Qu'est-ce que vous pondéreriez plus ou moins maintenant? Aujourd'hui, alors encore une fois, je le dis avec la plus grande humilité, aujourd'hui j'ai les moyens qui me permettent de préserver un peu plus de temps intime. En fait, ce sont des choses toutes bêtes, mais le fait d'avoir la possibilité de travailler dans un environnement qui m'offre des outils plus intéressants pour travailler à distance, pour voyager dans de meilleures conditions, pour travailler dans de meilleures conditions, fait en sorte que le temps résiduel qu'il me reste est un temps plus précieux. Et puis, j'ai la chance aussi d'avoir maintenant une équipe autour de moi, que j'ai développée au cours des années. Et c'est vrai qu'il y a des choses que je peux aujourd'hui confier à des personnes de talent, en qui j'ai toute confiance, et qui libèrent du temps pour moi. Oui.
On va en reparler, c'est vrai que je fais un saut dans le temps là, mais donc vous vous engagez chez Auguste de Bouzy, etc. Ouais, Vous avez été élu au Conseil de l'Ordre. absolument. Alors, comment est-ce que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Euh, Pourquoi? Comment? Enfin, alors, la conférence du stage, on revient toujours à ça. La conférence du stage est une institution ordinale. Elle est ancrée à l'intérieur de l'ordre des avocats, du barreau. Quand vous êtes secrétaire de la conférence, vous fréquentez les membres du Conseil de l'Ordre, le bâtonnier, vous êtes son représentant, vous représentez le barreau de Paris à l'étranger, dans des rentrées officielles, dans des procès internationaux, où vous êtes envoyé comme observateur. Donc il y a déjà une espèce de fibre d'attachement à notre institution qui est consubstantielle à la conf. Et je me suis toujours intéressé à ces questions et j'ai toujours continué à m'intéresser aux questions liées à la profession à travers la formation. J'ai toujours été très sensible aux questions de formation. Je trouve que l'enseignement est une des plus belles professions est l'un des exercices les plus intéressants. Et donc j'enseignais, je présidais une commission ouverte du barreau de Paris auprès de l'ordre, et en donnant un ou deux coups de main de temps en temps à des élections pour des copains, puisque je connaissais un peu le monde ordinal, qui était à l'époque différent, puisqu'on n'avait pas encore le vote. Enfin, on venait de passer au vote électronique, mais il y avait encore une densité de la vie politique qui était incrustée dans le palais. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, le vote par correspondance, etc., il s'est probablement un peu plus effiloché. Mais à l'époque, le palais était vraiment le cœur névralgique de l'activité ordinale et institutionnelle de notre profession. Et donc j'avais envie de me rendre utile et de donner à mon exercice professionnel une autre polarité et de ne pas faire que du droit, ou de le faire à travers une représentation ordinale. Et donc je me suis présenté aux élections de conseil, j'ai été élu, j'ai passé 1 an avec Jean Castelin, qui était bâtonnier, et puis 2 ans avec Christiane Ferrachul, et ça a été des années absolument extraordinaires. Extraordinaires. alors, c'est vrai, les candidats au Conseil de l'Ordre, ils ont toujours une sorte de... Enfin, il faut une profession de foi plus qu'un programme, parce qu'en réalité, Ils ont peu de pas pouvoir. Voilà, exactement. Vous, quelle était votre profession de foi? La formation. La formation. Ah, moi, c'était la formation. Je voulais me consacrer à la formation. Je pense que l'accompagnement des jeunes avocats doit être une obsession de notre. C'est pas une priorité, c'est une obsession. Pour ne pas les laisser seuls, pour les former au savoir-être qui sont aujourd'hui les plus essentiels, puisque le droit est un produit devenu tellement instable et mouvant, tellement international, on ne sait plus si c'est le droit écrit ou la soft law qui prédomine désormais. Et puis les connaissances qu'on apprend, on les oublie en quelques semaines, et puis les clients changent, et les industries des clients changent, et demain je pourrais devoir me spécialiser en autre chose. Quasiment aucun d'entre nous ne font aujourd'hui ce pourquoi ils ont été formés. Donc ça veut bien dire que ce qu'on attend de nous, c'est une capacité d'adaptation et un savoir-être. Et je pense que la formation n'est pas encore, on a fait beaucoup de progrès récemment, n'est pas encore totalement axée là-dessus. Et puis, je garde cette attention particulière à la solitude du jeune avocat. Je ne veux pas qu'il traverse ce que d'autres, moi peut-être aussi, on a traversé. On arrive dans une profession où on ne connaît personne, et on avance comme ça dans le noir. Et alors, comment vous avez matérialisé cette profession de foi une fois au barreau? Enfin, une fois comment au je l'ai mis en conseil. œuvre? Ouais, comment vous l'avez mis en Ah bah œuvre? alors, en demandant, après, c'est comme tout au Conseil de l'Ordre. Il faut s'engager. C'est ceux qui travaillent en équipe qui ont des missions. Il faut se rendre utile, il faut se mettre à la disposition de ses confrères et du bâtonnier et de l'institution. Moi, j'avais demandé à travailler sur la formation, donc j'ai bossé sur la formation. J'ai fait un rapport en 2e ou en 3e année, je ne sais plus, sur la réforme de la formation initiale. Donc j'ai pu travailler sur ces sujets et d'autres, parce qu'il y a aussi des corvées. Vous avez des choses, vous siégez en commission, vous réglez des questions, vous vous rendez compte à quel point l'ordre est utile et à quel point la diversité des exercices est grande. On ne soupçonne pas le caractère protéiforme de notre profession quand on n'est pas à l'intérieur de l'ordre. Et donc ça a été et puis on se fait des amis aussi. C'est-à-dire que faut pas l'oublier. Je reviens à ce mot romanesque. C'est la dernière profession romanesque. C'est la dernière profession romanesque. On peut être ce qu'on veut. Vous pouvez être avocat, jardinier, avocat, chocolatier, avocat, cinéphile, en faire une passion. Vous pouvez vivre de vos passions en faisant du droit. Et puis on rencontre des gens extraordinaires. C'est quand même un endroit où vous avez des gens qui ont des vies, des talents, et tous insoupçonnés. Et donc tous les lieux dans lesquels vous pouvez faire comme ça, construire des amitiés nouvelles, rencontrer des gens qui vous enrichissent, ça vaut le coup quand même. La conférence a été un lieu extraordinaire. On reste en contact avec mes camarades de promo de 98. Il y a encore quelques semaines, on faisait une contre-critique ensemble en Berrier, 20 ans après.
On a fait 20 ans après une contre-critique en Berrier. Et mes amis du Conseil de l'Ordre, ce sont des gens que je continue à fréquenter et je dois à cette profession de m'avoir permis de rencontrer des amis. Et ça, j'ai une très grande gratitude pour ça. Et la formation, vous continuez à... enfin, vous enseignez encore Oui, aujourd'hui? oui, j'enseigne, j'allais dire beaucoup, c'est présomptueux, mais je consacre beaucoup de temps à l'enseignement. J'enseigne à l'EFB, j'enseigne à Sciences Po tout au long de l'année. Et sur quoi est-ce que vous mettez l'emphase? Dans les cours? Ouais. Oh, bah d'abord sur le contenu pédagogique. Je donne un cours de règlement des différends et un cours de droit pénal international et de conformité internationale. Je donne un cours sur les procédures collectives. Donc, il faut qu'il y ait le fond. Je suis pas là Oui, pour non, faire mais du bien cas. sûr, en Mais, fait, mais la question est plus évidemment plus pertinente que ce que je réponds. Je suis désolé. Sur quoi je mets l'accent? qu'est-ce que vous espérez transmettre en fait? En plus Alors, du minimum très, réglementaire qui est le fond, bien le sûr. règlement des Alors, différends. voilà, oublions le corpus juridique que je dois transmettre. Comment j'essaye de le transmettre et ce que j'essaye de transmettre? C'est un exercice tellement... J'ai peur d'être tellement présomptueux en disant ça, en répondant à cette question. Mais j'essaye. D'abord, de leur donner l'envie de se placer en perspective dans tout ce qu'ils font. C'est-à-dire d'inscrire leur parcours dans un parcours personnel et d'anticiper les différentes étapes de leur vie. C'est-à-dire de ne pas subir, d'anticiper, voilà, de prévoir et d'essayer d'acquérir tous les outils de savoir-faire, de savoir-être qui leur seront utiles pour saisir des opportunités. Ça, c'est la première chose. Et puis la confiance en soi. Je pense qu'à âge égal, la plus grande inégalité entre nous, c'est la confiance en soi. C'est la grande absente dans l'enseignement. Et je pense que ce qui fait la force de certains d'entre nous, c'est quand ils ont été encouragés, portés, et qu'ils ont confiance en eux. Et ça, c'est une arme, une qualité, une arme incommensurable. Et moi, quand je reçois dans mon bureau, à la faveur des débuts de période de stage, quelques stagiaires d'un coup pour faire connaissance avec eux, je sais tout de suite, à la manière dont ils se positionnent dans l'espace, ils prennent la parole, lesquels sont plus sûrs d'eux, sont à l'aise, sans être arrogants, hein, mais ont été probablement très aimés, très encouragés. Et ceux qui s'excusent un peu plus d'être là, qui ont des biais encore, qu'ils n'arrivent pas à surmonter, et je pense qu'une partie de notre job, c'est aussi de les aider à les surmonter, à avoir confiance en eux, et se dire voilà, je vais aujourd'hui affronter un obstacle, et puis demain j'en affronterai un plus compliqué, et ainsi de suite. Je pense que ça, c'est une responsabilité que nous avons. Donc, si je peux, à travers mes cours, qui sont parfois un prétexte, faire passer ces messages, préparez-vous, réfléchissez, anticipez, cultivez-vous, ayez une vision prospective, chopez tous les outils qui vous permettront de saisir toutes les opportunités que vous aurez, parce que nous en aurons tous. Il y aura vous, moi, nous aurons encore des opportunités. Ça peut être un rendez-vous, ça peut être une rencontre fortuite, ça peut être un dossier, une lecture, peu importe. On aura des opportunités. La question la question principale pour moi est dans quelle disposition d'esprit, de quels outils est-ce que je dois être désormais équipé pour saisir ces opportunités. C'est pour moi la seule question. Et alors, quels sont ces outils? Quels sont ces outils? Avoir une bonne capacité d'analyse et de synthèse, être capable de rationaliser les problématiques, pour les hiérarchiser, pour ne pas se perdre. Savoir s'exprimer en public, à une personne, à deux personnes, à 10 personnes. Être capable de parler en public, de véhiculer une énergie et véhiculer de la confiance. Avoir une intelligence émotionnelle, être capable d'écouter, connaître sa valeur, être capable de parler d'argent, dire voilà combien je vaux, pourquoi est-ce que le service que je vous propose vaut ça, et pourquoi est-ce que vous pourriez me choisir, et voilà. Et puis avoir de la culture générale, être capable de rebondir sur une conversation et de créer ce lien avec les personnes. C'est pour ça que j'ai toujours aussi recommandé à mes élèves d'avoir un excellent anglais. Je parle de l'anglais parce que c'est la langue la plus usuelle. J'aimerais connaître plein de langues, mais maîtrisons bien l'anglais. Mais je ne parle pas de le maîtriser au sens universitaire, pédagogique. Je parle d'avoir une connaissance intime de la langue anglaise, c'est-à-dire parler la langue de votre interlocuteur, à travers des expressions idiomatiques, des expressions courantes populaires. Parce que quand on parle la langue de son interlocuteur et qu'on se hisse à son niveau, à travers la langue, je pense qu'on est capable de transmettre une émotion, une forme d'intelligence émotionnelle qui fait que l'on crée un lien beaucoup plus fort et que cette personne va se dire tiens,
Voilà quelqu'un qui cherche à savoir ou qui a cherché à se hisser à mon niveau. Et ça fait pour moi la différence. Donc ça, ce sont les outils. Et vous avez aussi fait référence à un certain état d'esprit. Oui, je pense que ça Ça revient revient, je d'accord. pense que ça revient au même. Je pense que c'est la question de l'anticipation, c'est-à-dire le fait de se dire qu'on a un parcours, que c'est pas fini, qu'il faudra être capable de le réajuster, qu'il faut être capable de prendre des risques, il faut avoir confiance en soi et qu'il faut pas avoir peur, il faut poser des questions, il faut voilà. Enfin, je sais pas, mon propos est désordonné, pardon, Non, mais je non, pense non. que c'est un état d'esprit général. En fait, il y a une forme d'ambition et il y a une forme de confiance qu'il faut essayer de développer. Alors, mon autre question, c'est comment est-ce que vous faites? Donc ça, c'est avec vos étudiants, mais vos étudiants, donc vous les suivez pendant un temps donné d'une formation et dans le cadre d'un enseignement théorique. Ouais, Euh, Comment est-ce que vous faites ça? Donc là, on en vient plus au management. oui, Comment est-ce que vous gérez ça avec vos équipes? de la même manière. Et surtout, parce que, bon, ça fait un certain temps maintenant que vous exercez, Mhm. euh, et surtout, est-ce que vous avez vu une évolution dans votre manière de travailler avec vos équipes? Certainement, certainement. Enfin, j'espère que eux l'ont remarqué. Non, mais Euh, mais, c'est mais, votre... mais encore une moi, fois. je pense que je suis probablement plus apaisé aujourd'hui, moins anxieux, même si parfois j'ai des moments d'anxiété, mais j'arrive plus à contenir le stress que ce métier génère. Je l'absorbe beaucoup plus en restituant ça dans le cadre de mon management. C'est-à-dire que je préserve probablement plus mon entourage. J'espère que j'encourage mon entourage. Je pense que oui, effectivement, avec le temps, on développe un mode de management qui est différent. Et surtout, quoi qu'on en dise, on quitte à un moment, fort heureusement, une certaine forme d'angoisse sur mais est-ce que si je transmets trop, est-ce que si je donne trop de responsabilités, au fond, ce n'est pas moi qui vais m'appauvrir. Et à un moment, on quitte les rivages de cette espèce d'insécurité, sans vraiment savoir quand c'est arrivé. Et puis on se dit, c'est bon, il faut être entouré de gens qui sont bons, et il ne faut pas avoir peur d'eux, il faut qu'ils vous stimulent. Il ne faut pas les craindre, mais il faut les observer pour apprendre d'eux. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Non, non, mais c'est exactement ce que dit Vincent Filola. Alors, je sais plus quel numéro d'interview c'est, mais pareil, un confrère qui dit, parce que je lui ai posé cette question sur la concurrence et cette problématique de est-ce que finalement former et bien former son collaborateur, c'est pas former son concurrent. Bien sûr. Et il dit, mais tant mieux si je forme un concurrent Ben oui. parce que je veux qu'il puisse me challenger. Et en fait, j'ai confiance que si ça se passe bien, mon concurrent sera surtout, Il a travaillera raison. surtout avec moi. Il a raison. Il a raison. Il a raison. C'est Mais c'est une crainte que vous avez eue? c'est pas une crainte que j'ai eue avec les gens avec qui je travaille, mais c'est une crainte qui est une crainte silencieuse à l'intérieur de vous. Vous vous dites, mais est-ce que si on promeut cette personne, est-ce que elle va pas prendre sa liberté? Est-ce que vous pouvez pas, faut être lucide, vous pouvez pas vous empêcher à un moment d'avoir cette espèce de crainte. Et puis, bon, ça fait déjà quelques années, hein, vous la surpassez. À un moment, vous vous dites, mais en réalité, on n'est jamais aussi fort que son entourage. Ceux qui me valorisent, c'est les gens avec qui j'ai la chance de travailler. C'est pas mon ordinateur, mes bureaux et les livres qui sont dans ma bibliothèque. Ma valeur, si j'en ai une, c'est ce que je suis capable de constituer en équipe avec les gens qui me font confiance. Et j'entends aujourd'hui encore, j'en parlais hier avec une étudiante qui voulait échanger avec moi sur voilà, des questions qu'elle se pose, et elle me disait, voilà, j'ai écrit un article, elle était en 5e année d'exercice, dans un grand cabinet. Elle a écrit un article de A à Z, de plusieurs pages. L'associé de son cabinet l'a signé seul. Il y avait une petite note de bas de page en disant avec l'aide précieuse d'eux. Et ça raconte tout. Un associé de 55 ans qui a construit sa carrière, qui est au sommet de la chaîne, et qui a encore ce sentiment d'insécurité à telle enseigne qu'il ne va pas faire apparaître, dans tous les sens du terme, une jeune femme de 30 ans qui a du talent et qui mérite d'être exposée, ça raconte tout. Alors moi, je veux pas être ça. Non, moi, je pense que je l'espère dans mon management, ça se passe, je crois, bien. Je suis très heureux d'avoir des gens qui ont un talent immense. J'ai une chance inouïe. Inouïe. Comment est-ce que vous les avez choisis? Oh, Ou comment est-ce qu'ils vous ont choisi? C'est une adoption mutuelle. C'est une adoption mutuelle, ils ne seraient pas restés. Vous les choisissez d'abord sur une recette. Mais je ne fais pas de small talk sur le recrutement. D'abord, moi, je recrute des gens qui ont traversé des épreuves universitaires exigeantes. Je crois à ceux qui ont triomphé des épreuves.
parce que ce sont des gens qui ont travaillé plus dur, Qu'est-ce que vous voulez dire par épreuve universitaire exigeante? qui ont fait les meilleurs diplômes, qui en ont fait plus que les autres, qui ne se sont pas contentés de faire, par exemple, une simple formation universitaire, qui ont fait à côté des études dans une école de commerce, qui ont pris des risques, qui se sont endettés, qui sont partis à l'étranger, qui ont fait des instituts de formation parallèles, qui ont peut-être fait 2 diplômes en même temps. C'est du travail en plus. Ils ont passé des concours plus exigeants, ils ont dormi un peu moins pendant quelques mois, ils ont pris sur eux, ils ont été sélectionnés. Et moi, j'admire ça. Moi, j'admire ça. Les gens qui ont passé des concours difficiles, moi, j'admire. C'est bien, bravo. Ils ont travaillé dur, ils ont fait des efforts. Et donc, ça veut dire qu'ils ont déjà cette capacité à comprendre les enjeux et à se mettre en condition par rapport aux enjeux. Ce que j'entends, je reformule parce que c'est des retours que j'ai souvent par rapport à la sélection par les moyens financiers des étudiants. Ce que j'entends, c'est que ce que vous regardez, c'est pas forcément école de commerce ou LLM, qui sont des choses qui sont coûteuses et donc pas forcément accessibles à tous. Mais ça peut aussi être finalement des doubles cursus universitaires. Oui. Qui pour le coup peuvent être menés. Alors après reste la problématique de ceux qui doivent travailler en parallèle. Oui. Mais oui, je sais. Non mais j'aborde cette question mais parce vous avez que raison vous de l'aborder. Vous avez raison de l'aborder. Moi c'est vrai qu'en tant que productrice, comme j'ai aussi ces retours des personnes qui nous écoutent. Je suis entièrement d'accord avec vous. Finalement, quelqu'un qui a travaillé, qui a été serveur pendant toutes ses études, il a eu en parallèle de ses études de droit, il y a aussi ce niveau d'épreuves et de difficultés et de... Oui, de connaissance de la vie. De connaissance de la vie en plus, ouais. Je sais. Mais à un moment, j'ai aussi besoin de quelqu'un qui ait des compétences spécifiques. L'égalité des chances, puisque vous l'évoquez, est un point important. D'ailleurs, dans le rapport que j'avais remis au garde des Sceaux, il y a un chapitre entier qui est consacré à ça, avec toute une série de propositions, justement, pour donner confiance, pour créer une égalité des chances au départ de la profession. Mais à un moment, moi, j'ai besoin de recruter des gens qui soient des gens qui, sur le papier, d'abord, parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout de ma recette, entre guillemets. Je vais d'abord sélectionner des personnes qui sont issues de formations très sélectives. Après, tout se joue lors de l'entretien. Il faut que ce soit des gens qui ont une énergie. Il faut que je ressente une énergie. Il faut qu'ils occupent un espace. Parce que ce sont des personnes que je voudrais ensuite mettre au contact de mes clients, des personnes avec qui je travaille, à qui je dois pouvoir transmettre un maximum de choses. Je dois pouvoir leur déléguer un maximum de choses. Et donc, je recherche tous un peu des licornes, mais des athlètes complets, qui a à la fois cette intelligence analytique, cette connaissance du droit, mais qui a aussi cette intelligence émotionnelle, qui soit capable de véhiculer une énergie, qui soit capable de s'exprimer. Et donc, ce deuxième critère est un critère qui est aussi indispensable que le premier. Et s'il en manque un des deux, ça ne marchera pas. En tout cas, j'ai peur que ça ne marche pas. Et justement, vous avez évoqué ce rapport, donc le rapport sur l'avenir de la profession d'avocat que vous avez déposé, c'était quand, 2017, quelque chose comme ça? 2017, en février 2017. Ouais. Donc c'est une aventure sur plusieurs mois, sur laquelle vous avez analysé, fait un peu une étude prospective, actuelle et prospective de la profession. Oui. Qu'est-ce que cette aventure vous a apporté? Et comment est-ce qu'elle a modifié, si elle a modifié, votre pratique actuelle? C'est une très belle question. Alors, d'abord, ça a été une aventure absolument passionnante, humaine. J'avais 3 personnes avec moi à qui j'ai proposé de faire partie de ce groupe de travail lorsque le ministre m'a désigné. Et donc, c'était la qualité d'abord le travail en équipe. Je reste toujours sensible aux aventures collectives. C'était une aventure collective. Rien que ça, c'était chouette. On a fait partie d'une histoire ensemble. Ça a été un club pendant 5-6 mois. Et on reste comme ça, unis autour de ce projet. Ça a été l'occasion de se plonger dans la granularité de notre profession, à travers des chiffres, des données, de balayer un certain nombre d'idées reçues. Donc il y avait une question de découverte aussi, de ce qu'est notre profession, et du caractère très réenchanteur lorsqu'on prend la peine de regarder la profession du bon côté de cette profession. Sa diversité, sa résilience, sa richesse, à tout point de vue. Parce qu'on dit beaucoup de mal de notre profession. On passe notre temps à dire du mal de la profession, comme s'il fallait dire du mal de notre profession. À toutes nos élections, on dit du mal de notre profession, comme si on voulait avoir une approche très compassionnelle, alors que c'est une profession magnifique, riche, dense, solide, diverse, avec des inégalités, bien sûr, c'est une profession libérale. Mais c'est une très belle... Donc c'est un apprentissage. J'ai redécouvert ma profession.
Et puis, il y a une autre dimension, c'est que c'est un travail de fond d'écriture. Et lorsqu'on est dans un monde d'activité comme le mien, où on écrit un peu, on écrit des mails, on revoit des mémos, se consacrer à un travail de fond de plus de 100 pages, rédigé, je l'appellerais de manière un peu immodeste, un travail de fond. J'espère que c'est un travail de fond qui a été utile. Mais je peux vous dire que les nuits qu'on a passées à le rédiger, à taper à la machine, comme ça, à taper à la machine, à taper à l'ordinateur, et à le relire comme un travail de thèse, il y a un vrai plaisir de l'écriture. Donc, il y a eu un peu de tout ça, et du coup, c'est vrai que lorsqu'on se concentre sur la manière de travailler, surtout le management, il y a un chapitre qui s'appelle la symétrie des attentions, c'est-à-dire l'éthique que l'on doit avoir à l'intérieur de notre espace de travail, si on veut être crédible dans l'éthique qu'on essaie de projeter à l'extérieur de notre espace de travail. Cette notion de symétrie des attentions. Aujourd'hui, on ne peut pas prétendre être quelque chose vis-à-vis d'un marché si on n'est pas ce quelque chose vis-à-vis des vôtres. Un management réinventé, plus horizontal, l'écoute, en écoutant des gens qui assurent la transition dans les grandes entreprises, l'intégration de la génération Y, des millénials, il y a toute une conduite du changement dont on doit s'imprégner et qui doit nous influencer. Et ça a été de ce point de vue-là, pour moi, qui, je pensais naïvement, était déjà un manager attentif, ça a été pour moi un apprentissage inouï. Il y a vraiment eu, je pense, dans mon rapport à mes équipes, un avant et un après le rapport. Vous avez un exemple ou des exemples? Je pense que c'est lié à l'écoute et à la mobilisation de mes confrères qui travaillent avec moi sur des projets spécifiques. C'est-à-dire que le fait de travailler en mode projet. Voilà, vous avez le rapport à l'innovation, peut-être. Ce sont des choses comme ça qui peuvent sembler un peu gazeuses, mais moi je réunis mon équipe une fois par an, pendant toute une journée, à l'extérieur de Paris, sur une journée par exemple qui est dédiée à l'innovation. Et on est autour d'un paperboard, et il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les idées, pour nous permettre d'être plus heureux dans notre travail et plus performants dans notre travail, sont débattues. Tout. Après, alors évidemment, ça devient un groupe de parole. On fait 250 bullet points, et puis on en supprime 1, 2, 3, 10, 15, et puis on retient 7 ou 8 idées fortes. Et ensuite, chacun distribue cette mission, et on a à cœur de le mettre en œuvre. Il y a toute une série de choses qui... L'écoute, l'idée selon laquelle une bonne idée peut venir de partout. Ça, pour moi, c'est quelque chose que j'ai pu toucher de près à travers les auditions que nous avons menées dans le cadre du rapport. Il y a ça. Et puis, on a eu des auditions très intéressantes sur la notion de parité et de diversité et sur les biais. Et dans la manière de manager, l'écoute, l'attention aux sensibilités des uns et des autres, essayer de se libérer soi-même de ses biais, de corriger parfois son vocabulaire afin d'être toujours très respectueux. On essaie de l'être, mais parfois on ne se rend même pas compte de ce que les uns et les autres peuvent ressentir. Ce sont aussi des choses qui, dans une approche très prospective, sur des sujets très pointus, ont par réverbération eu une influence, je pense, sur moi, à l'issue de mon rapport. Donc voilà, c'est ces questions liées à la diversité, à la parité, à l'égalité des chances en général. Voilà, à la dimension saine de l'environnement de travail, à l'horizontalité du management. Alors, on est une entreprise. Une entreprise n'est pas une démocratie. Mais j'adore l'idée que, dans certains grands groupes, assis sur des systèmes de rentabilité établis, des groupes puissants, rentables, cherchent néanmoins à créer des modes alternatifs de gouvernance. Oui, mais en réalité, c'est pas néanmoins. C'est-à-dire que, en général, quand ils cherchent à créer des nouveaux modes de gouvernance, c'est en partant du postulat qu'en libérant la parole des personnes qui sont au contact des clients, au contact des problématiques, au contact de l'analyse, etc., on va permettre de s'enrichir de ça et de coller au mieux aux attentes du client final et donc de créer de la richesse. Enfin, je veux dire, donc pour moi, pour moi, le mot, c'est pas on va néanmoins, c'est une entreprise, donc il y a un objectif mais c'était moins le cas avant. Non, mais c'était moins le cas avant. Et on reportait pas, c'est là où je suis pas d'accord avec vous, on ne reportait pas la même chose. On disait aux gens qu'est-ce que pensent les consommateurs, dites-nous ce que pensent les consommateurs, remontez les informations des consommateurs. Mais est-ce qu'on leur disait qu'est-ce que vous pensez de notre manière de gouverner notre entreprise? Est-ce qu'on leur posait cette question-là? Je dis pas qu'on la pose partout, mais est-ce qu'on se mettait à interroger ses collaborateurs
à qui on ne demandait des avis que sur des questions On opérationnelles. on ne le faisait pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le fait de le poser maintenant, c'est pas juste, c'est pas un cadeau qu'on fait aux gens, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, ne serait-ce parce qu'on va en tirer de la richesse de ça. Enfin, c'est pas juste de la bienveillance pour autrui, c'est aussi de la bienveillance pour soi-même que se dire, bah, en fait, en posant cette question à notre collaborateur, en réalité, on va améliorer, in fine, on va Sans améliorer doute. notre service. Sans C'est là doute. où je suis pas d'accord avec l'utilisation du mot néanmoins. Cela dit, enfin, on est d'accord, Ah, on est vous voulez d'accord dire sur le parce que fond j'ai et parce on que, est... parce que j'ai dit ils créent de la valeur, mais néanmoins ils demandent. Exactement. Ils le font aussi. Et ils parviennent à créer de la valeur supplémentaire avec ça. Alors qu'en réalité, c'est de créer de la valeur supplémentaire en faisant ça. C'est pas juste d'être gentil que de faire ça. D'accord. C'est finalement très. D'accord. Mais comme je, Mais je suis d'accord avec vous que c'est une évolution. mais comme j'ai l'esprit de l'escalier, Voilà. je vous dirais que c'est toujours mieux de se dire qu'on va créer un peu plus de valeur en donnant un peu plus la parole aux gens. Et on craint, ou peut-être qu'on va atteindre un double objectif. Si dans les entreprises humaines, nos entreprises sont des entreprises humaines, si demain ce bureau prend feu, si demain cette salle de réunion disparaît dans laquelle nous nous trouvons, eh ben on recommencera ce cabinet demain matin depuis mon salon. On sera au moins aussi opérationnel. Donc c'est l'humain qui gère qui nous drive. Si on donne un peu plus sa place à l'écoute et à la sensibilité, si on valorise un peu plus les gens, c'est vrai qu'on va créer probablement plus de richesses. Mais c'est vrai que les gens auront probablement plus le sentiment d'avoir une utilité et se sentiront plus valorisés. Donc, je suis d'accord avec vous, on peut toujours avoir une approche. En fait, c'est deux approches complémentaires. Comme disait Paulinière, c'est à la fois une obligation morale de bien se comporter Oui, oui. et de laisser cette opportunité et cette chance à nos collaborateurs et de se préoccuper de l'égalité des chances et de se préoccuper de la diversité. Et en réalité, le vecteur, enfin lui en tout cas, le vecteur qu'il utilisait pour vis-à-vis de son organisation et de ses associés, c'était de dire mais c'est à la fois une obligation morale et c'est aussi à notre avantage. Donc c'est en fait l'un et l'autre ne s'opposent pas finalement. Non, vous avez raison. Oui, non, tout mais à moi, fait. enfin voilà, je ne les opposais pas, mais je pense que c'est quand même une évolution récente et que c'est une évolution qui est heureuse. Après, il y a aussi un surinvestissement sur ces sujets qui parfois cache l'absence de symétrie. C'est-à-dire que on est à l'extérieur en train de prétendre qu'on est ultra RSE, etc., mais qu'à l'intérieur, en fait, les choses ne bougent pas. Ouais. Et moi, je suis très, très attentif à cette espèce d'hypocrisie qui parfois peut s'installer dans... Ben, c'est d'ailleurs, c'est un peu les retours pendant les élections ordinales. Enfin, moi, c'est vrai que le nombre de collaborateurs, en tout cas quand j'étais encore stagiaire, ils disaient oui, enfin bon, c'est sympa les élections, mais ils sont là à prêcher avec les collaborateurs qu'il faut améliorer, puis l'égalité homme-femme et tout, nan, mais en réalité après il se passe rien et d'ailleurs les choses ne changent pas et donc finalement c'est cette surenchère comme vous dites en termes de paroles et d'images et le décalage avec la réalité. Par exemple ce que vous disiez tout à l'heure avec cette collaboratrice qui écrit un papier de 5 pages et qui est en note de bas de page. Bon, des exemples en réalité on en a plein et je pense que tout le monde ici les connaît, c'est pas l'objet de Fleur d'Avocat d'insister là-dessus, mais et finalement comment est-ce qu'on passe, enfin voilà, bon vous avez votre laboratoire d'expérimentation qui est votre équipe et votre cabinet. Vous avez aussi cette vision plus politique de la profession parce que vous vous impliquez, vous êtes impliqué dans les, le rapport, etc. Vous, votre vision et par rapport à vos confrères, comment réduire ce décalage entre l'image, la parole, les belles paroles et la réalité du terrain qui reste quand même très très difficile. Je suis d'accord. La réalité du terrain reste difficile, c'est une profession difficile, les premières années sont difficiles, tout le monde le sait. Elles l'ont été pour moi aussi. Faut pas l'oublier. C'est une profession qui est exigeante, donc c'est une profession qui est difficile. Donc, voilà, ça c'est un point aussi qu'il faut. On ne part pas de n'importe où. C'est une profession exigeante. On le sait, on nous l'a dit. Donc à un moment il y a un effort qu'il faut marquer. Mais une fois qu'on a fait ça, il y a effectivement cette question d'un management renouvelé. Alors, je ne sais pas quelles sont les recettes. On ne nous enseigne pas le management. On ne nous enseigne pas la gestion de l'humain. On ne sait pas faire ça. On leur apprend dans les écoles de commerce. On leur apprend peut-être dans certaines filières, en matière de ressources humaines peut-être. Dans les principales filières juridiques, on ne l'apprend pas. On ne sait pas comment on travaille en équipe. On ne sait pas comment on distribue le travail. On ne sait pas comment on règle un problème individuel ou collectif de travail. Quand je sens un froid avec un voisin de bureau, comment est-ce que je le règle ? Est-ce que je dois lui parler, pas lui parler, je dois lui écrire ? Non mais c'est des choses qu'on ne sait pas faire. Je suis tout à fait d'accord. Et donc ensuite, il y a des petits foyers d'infection qui se constituent partout et on ne sait pas les gérer. Donc la première chose, c'est qu'on doit apprendre à être des entrepreneurs et on doit apprendre à être des managers. Et ça, c'est une question de formation, y compris de formation continue. Mais est-ce que vous avez l'impression que
que vos confrères de votre génération autour de vous Oui. se posent ces questions et se les posent de façon appliquée? Ceux que je fréquente, je crois, oui. Mais je ne peux pas non plus. Je suis pas. Je suis pas un reporter là pour le coup. Non, Ouais, mais même sans reporter, non, en mais fait. c'est difficile pour moi d'aller. Je vois mes copains, je vois leur cabinet. Je peux pas. Ah, Quand on je sait déjeune jamais avec ce un- qui se passe derrière je peux les pas, murs. je On peux sait pas. jamais. Je peux pas. Je sais que parfois, et ça m'a toujours fait rire, que derrière les discours de certains qui brandissent des pancartes, qui se montrent très attentifs à certaines questions, etc. Je sais quelle est la réalité parce que pour le coup, tout le monde sait tout. Alors ça, s'il y a bien une chose, c'est que l'information circule et il y a beaucoup moins de tabous aujourd'hui sur la manière de transmettre l'information. J'ai été jeune avocat à une époque où il y avait un rapport mythologique à notre patron, où on était beaucoup plus soumis. Aujourd'hui, ce rapport à la soumission est d'une autre nature. Je pense que les jeunes confrères se parlent beaucoup plus et que les informations circulent beaucoup plus. En réalité, ce qui m'intéresse, c'est que bien évidemment que les jeunes confrères parlent beaucoup plus, finalement se confient sur leurs difficultés. Oui. Est-ce que les gens de votre génération, ceux qui sont associés, Oui. est-ce qu'ils échangent aussi sur leur vulnérabilité à ce sujet-là? Avec eux? Entre eux? Oh non, très peu. Bon, avec vos amis les plus intimes. Il se trouve que ce sont des avocats ou pas des avocats, mais il n'y a pas de groupe de parole des avocats sur. Alors, ceci étant, c'est intéressant, mais il y a quand même une appétence. Lorsque, je sais plus, je crois que c'était mon camarade Edmond Fréty a fait un. Je sais plus si c'était Edmond, mais il y a eu une ou deux séances sur le bonheur où c'était Karine Mignon-Louvet, je crois, qui avait une de nos consoeurs, qui avait fait ça. Il y a eu beaucoup de succès, c'était plein. Il y a une curiosité aujourd'hui de la part de la profession, et pas seulement des plus jeunes, hein, des gens de mon âge aussi, ou des personnes plus âgées que moi, sur le fait d'essayer de trouver ce qu'est le bonheur à l'intérieur de cette profession ou par cette profession. Et donc je pense que à la manière des groupes de parole, on avance toujours par cercle concentrique. On arrive, on reste debout dans un coin, on observe, et puis la séance suivante on s'assoit, et puis la séance suivante on se rapproche, et puis un jour on prend la parole. Donc ça va se faire lentement. On ne peut pas atteindre le résultat final tout de suite. C'est une profession qui est emprisonnée dans sa propre mythologie. Nous sommes emprisonnés dans notre mythologie. De l'avocat qui est toujours triomphant, qui a son statut, qui a sa robe, qui plaide, qui parle plus fort que les autres, qui a un sens de la rhétorique, qui lui permet de créer des forteresses. Et nous-mêmes, nous créons nos forteresses dans notre tête. Notre éloquence qu'on nous prête, notre sens de la dialectique ou de la rhétorique font en sorte que dès que nous avons des questionnements dans notre tête, nous les neutralisons immédiatement. Je pense que nous sommes des produits plus difficiles à désenclaver. Et alors, quelles sont vos forteresses, Camille? Impossible. Impossible de le dire aujourd'hui. Non, il n'y a pas de. J'ai beaucoup de chance. Je veux continuer à travailler. Et puis je veux continuer à prendre des risques. Parce que pour fonctionner dans ce bureau-là aujourd'hui, dans un autre cabinet, c'est ça en fait. Je ne sais pas si c'est la forteresse ou si c'est le fait que cette forteresse se soit ouverte. Mais le fait que j'ai choisi de rejoindre une autre structure après 18 ans dans une structure que j'aime, est le signe que j'ai voulu prendre un risque nouveau et essayer quelque chose de nouveau. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de votre départ d'Auguste et de Bouzy, j'ai complètement... Enfin, bref. C'est pas une obligation. Comment... non, mais quand même, dans un parcours personnel, c'est vrai que là, vous l'évoquez comme une prise de risque et donc ce rapport à la forteresse. Parce que vous parliez de forteresse, alors je me suis dit, voilà. Et je ne dis pas que j'étais dans une forteresse, mais peut-être que dans ma tête, j'étais attaché à une forme de confort, de linéarité. Et je me suis dit, s'il y a une opportunité, voilà. Et quel a été le déclic justement? Ou comment s'est présentée l'opportunité? Je sais pas, parce que je pense que des opportunités et des offres, il y en avait. Vous avez dû, oui, plein. Mais ça m'intéressait pas. Ah bah, là pour le coup, c'est vraiment, c'est assez rationnel. Hein. Ce cabinet dans lequel je me trouve, je le considère comme le meilleur cabinet de contentieux au monde. Et je le dis avec la plus grande humilité, puisque je n'ai fait que le rejoindre. Je ne l'ai pas fondé. Je ne suis qu'un contributeur très modeste à son fonctionnement. On a eu plus de 830 avocats, 250 associés. Donc. Mais c'est ce que je considère être le plus beau cabinet de contentieux. C'est ce que je considère être la plus belle plateforme pour appréhender aujourd'hui les sujets les plus sophistiqués qui se posent aux juristes et aux avocats. C'est-à-dire des sujets liés à la globalisation du droit, à ce mélange de plus en plus intime entre la soft law et la hard law, au règne de la régulation et des régulateurs,
au fait que le droit et les problématiques juridiques naissent à Paris, mais se développent au Luxembourg, à Londres, à Singapour, et qu'il faut aujourd'hui être dans une telle plateforme pour pouvoir exercer ou toucher ces sujets-là. Je reviens à ce qui, il y a 20 ans, a peut-être orienté mon départ de chez Christian. J'avais envie de travailler dans un environnement qui m'expose à des dossiers et à des enjeux plus importants. Et je n'aurais jamais quitté Auguste Debussy pour un autre cabinet que celui-ci. Et donc, lorsque la proposition m'a été faite, ça a été un choix relativement agonisant et j'ai décidé de le faire. Et comment vous avez vécu? Parce que 17 ans dans une maison où presque vous 18, étiez... ouais. Presque 18, oui. Je conservais une très grande pudeur par rapport à ça parce que c'est quelque chose de... je pense que c'est quelque chose de beaucoup plus intime compte tenu de mon implication dans mon ancien cabinet. Et donc j'en parlerai avec des mots choisis. Mais je pense que c'est extraordinairement riche en enseignements. C'est-à-dire que j'ai appris en un an, surtout à un degré que je ne soupçonnais pas, sur moi-même aussi. Parce que je pense que c'est très sain de vider son placard, ses tiroirs et de recommencer. Et qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Qu'on peut prendre un risque et qu'il faut le faire. Et en fait, dans ce genre d'exercice, dans ce genre d'événement dans notre vie, la seule chose que je dirais pour le résumer, on perd beaucoup plus qu'on ne pense et on gagne beaucoup plus qu'on ne pense. Voilà. Et c'est une expérience absolument inouïe. Et je suis au cœur de ce que je souhaitais aujourd'hui et je m'amuse, voilà, je suis infiniment heureux. Mais c'est vrai que ça a été un choix assez fort. Et vous êtes, parce que comme vous dites, vous étiez très intimement lié à Auguste Debussy. Comment est-ce que vous réinventez, là c'est pas vraiment de la réinvention, mais comment est-ce que vous retravaillez votre image pour que ce soit plus Camille Aéry, virgule, Auguste Debussy? Je ne sais pas. Je pense que d'ailleurs les choses se font assez simplement. Hein. Ouais. À un moment quand vous quittez, c'est bon, chacun reprend sa vie. Enfin voilà, pas plus qu'Auguste Debussy ne vit avec l'empreinte de Camille Aéry dans un coin. Non. Je sais pas. Enfin, de l'extérieur, je suis pas sûre que ce soit si. Enfin, je suis ravie que vous le viviez comme ça, mais de l'extérieur. Faudra les interroger eux, mais en tout cas, j'espère pas. Mais en tout cas, vous, par rapport à cette... J'espère qu'on se souvient les uns des autres, évidemment, mais que, voilà, après, on passe à autre chose, ça reste des entreprises qui sont faites de gens qui rentrent et qui sortent. Hein. Bien sûr. Donc, il faut pas non plus surinvestir et surdramatiser cette dimension. Mais ce que j'ai fait moi ici, parce que ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Ouais. J'ai la chance d'être dans un cabinet qui est d'une extraordinaire souplesse. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas du tout un cabinet qui nous écrase par des process particuliers, etc. On vit ici. Et puis, attendez, je suis venu avec 4 membres de mon équipe de l'époque. Puis, deux autres nous ont rejoints et d'autres collaborateurs ensuite. Donc, nos habitudes de travail, nos mécanismes étaient les mêmes, mais on les a mis en œuvre. Et le cabinet, ici, a été extraordinairement souple dans ma manière de pouvoir continuer à gérer. C'est-à-dire qu'on est très autonomisé. Hein. Est-ce que c'est le fait que vous ayez monté la pratique à Paris? Ou est-ce qu'il y avait déjà un bureau Queen Emmanuel à Paris? Il y avait un bureau Queen Emmanuel qui ne faisait que de l'arbitrage. Ok. Donc, nous avons effectivement, les deux sont vrais, nous avons monté la pratique de contentieux et pénal et d'enquête ici. Donc maintenant, j'ai 8 collaborateurs dans mon équipe. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Mais le cabinet en tant que tel nous laisse une souplesse absolument extraordinaire. Extraordinaire. Et c'est un modèle qui est différent, c'est un modèle américain. Le modèle américain, on arrive le matin au bureau, on bosse, le soir on arrête, on décroche. Il n'y a pas cette espèce de... cet entremêlement à la fois de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Donc la ligne de lecture de mon activité professionnelle versus ma vie privée est une ligne extrêmement claire. Et ici, on a une très grande liberté sur la construction de notre pratique. Très grande liberté. Il faut éviter de faire n'importe quoi et d'être, pas dispendieux, mais il faut avoir une stratégie. Mais dès l'instant où on la propose, en disant voilà, comme ça, c'est comme ça que je veux m'enraciner sur tel et tel sujet dans notre écosystème, voilà les recrutements qu'on devrait faire, voilà les investissements qu'on devrait faire, et ça se passe de manière extraordinairement fluide. Donc j'ai eu, de ce point de vue-là, beaucoup de chance. Puis j'étais le premier à arriver, effectivement. Je n'arrivais pas, je ne serais probablement pas venu d'ailleurs dans ces conditions. Je n'arrivais pas avec une équipe contentieux pénale qui existait déjà, que je serais venu renforcer. J'avais la chance de pouvoir construire ex nihilo quelque chose. De faire donc vraiment, on en revient à ce laboratoire et de faire mon laboratoire. De créativité. D'intégrer mon laboratoire et d'ailleurs de le faire remonter. C'est-à-dire que
beaucoup des idées que nous avons mises en œuvre entre nous, je les ai proposées au partnership à certains qui ont décidé de les reprendre dans d'autres bureaux, de le faire. Vous avez des exemples? Il y a un certain nombre de commissions qu'on a décidé de créer sur l'innovation, sur les investissements en matière d'innovation, sur la formation des jeunes avocats, sur la formation à la prise de parole en public. Donc c'est vraiment votre laboratoire, parce que c'est toutes ces choses que vous proposez Alors, dans votre rapport, oui, que vous exactement. Donc Oui, voilà, oui, on c'est les a. votre Alors, écosystème de... Oui, alors moi je suis un hyperactif, donc un hystérique plutôt, je sais pas. Donc je les bombarde du matin au soir de propositions. Ils retiennent certaines, ils retiennent pas. Mais voilà, et moi je continue à les mettre en œuvre ici. On a créé une académie, Queen Emmanuel Academy, qui permet de développer les questions d'advocacy, c'est-à-dire de prise de parole à l'audience. Et on donne des cours comme ça à Sciences Po sur l'advocacy. On a fait des masterclass là-dessus. On va le développer dans d'autres bureaux. On va voyager pour le faire avec eux. On le fait à Sciences Po. Donc, il y a toute une série de projets de partenariat avec des maisons d'édition, des ouvrages qu'on va publier. Voilà, ce sont un certain nombre de projets dans lesquels je mobilise mes équipes. Je veux que tous mes collaborateurs enseignent. Je veux qu'ils écrivent des bouquins, qu'ils participent à des colloques. Je veux qu'ils existent à part entière dans notre activité. Ça, c'est une obsession chez moi. Et donc ça, je les préviens le jour du recrutement. Donc j'allais vous poser une question, mais c'est peut-être redondant sur vos challenges et vos projets pour demain. Mais peut-être que ces projets pour demain, c'est ces projets dont vous êtes en train de parler. Faut que je m'enracine quand même un peu, parce que c'est un autre cabinet avec des exigences particulières, avec des performances spécifiques, un niveau de performance spécifique. C'est un cabinet avec un type de clientèle très particulier aussi, sur des dossiers très particuliers. Donc, je dois d'abord, je reviens à ce terme que j'apprécie, que j'aime beaucoup. C'est le titre d'un ouvrage magnifique de Hannah Arendt, qui s'appelle L'enracinement. Je dois m'enraciner ici. Je dois m'enraciner. Après, on verra comment je peux continuer à être utile. Je continue d'enseigner lorsque une institution ordinale ou le CNB a besoin de moi sur un sujet, je suis heureux d'être à leur disposition. Mais là, je veux établir ma pratique, développer notre pratique ici, créer la plateforme, aller à la découverte et à la rencontre de mes autres associés, parce qu'on a des bureaux un peu partout dans le monde et je n'ai pas encore eu le loisir de tous bien les connaître ou de travailler avec eux. Et voilà, on va continuer comme ça, mais il n'y a pas d'impatience. Alors, j'ai une question un peu transversale qui va peut-être nous ramener au début finalement de votre carrière, mais que je m'en veux de ne pas avoir posé à Loïc Padenou. Je vous en prie. Qui est, parce que donc vous l'avez dit, vos parents sont étrangers, vous êtes né en France, vous vous appelez Camille Aéry. De quelle origine sont vos parents? Iranienne. Est-ce que vous avez eu des expériences de racisme dans la profession? Ou vous en avez été victime? Est-ce que vous avez eu cette sensation-là? Je déteste me plaindre. Vous connaissez la devise de la reine d'Angleterre, hein? Never complain, never explain. L'objectif, c'est pas ni de name and shame, ni de... Je sais, non, mais surtout pas, voilà, jamais. C'est pas ça. Racisme direct, probablement pas. Probablement pas. Dans la rue, ça a pu arriver. Dans ma profession, non. Mais il y a dans la profession parfois un sentiment un peu particulier par rapport au désir d'accomplissement des personnes qui sont issues de la diversité. Alors voilà, j'emploie un terme un peu générique, conceptuel, de personnes issues de la diversité. Ma diversité est très limitée. Mes parents sont venus en France pour faire des études. Je suis né en France, j'ai toujours vécu en France, sauf quelques années en Iran, quand j'étais tout enfant, mais j'ai fait toute ma scolarité ici. Donc je ne sais pas si cette terminologie s'applique à moi, mais en admettant que j'en ai, en tout cas extérieurement, le reflet, je trouve qu'il y a une forme de réticence à admettre d'une personne qui est d'origine étrangère un droit à l'accomplissement comme on le croirait naturel chez une autre personne. Je ne sais pas si mon propos est clair, mais on va toujours considérer qu'un jeune garçon ou qu'une jeune femme qui a des parents étrangers ou qui a un nom à consonance étrangère, qui travaille beaucoup, déborde d'une ambition qui est souvent perçue de manière un peu péjorative. Comme un peu... Comme s'il voulait prendre la place qui ne lui est pas prédestinée. Comme si la vie était un jeu à somme nulle et que cette personne allait prendre la place de quelqu'un d'autre. On ne rapprochera jamais à un fils d'archevêque d'avoir l'ambition d'atteindre la place qui lui était prédestinée. J'ai trouvé qu'il y avait parfois dans le regard qu'on portait
une forme d'injustice. Alors, est-ce que c'est du racisme? Il y a une forme d'injustice là-dedans. Et comme ce sentiment est ressenti, il crée des biais, ce que je déteste. Le problème avec les biais, c'est que les salauds n'ont même plus à faire le travail, vous le faites à leur place, puisque vous vous censurez. Et j'ai toujours été très sensible lorsque je discute avec des jeunes étudiants ou des jeunes confrères au fait qu'ils ne se sentent pas légitimes, alors qu'ils sont justement dans les enseignements académiques qui témoignent déjà, de leur qualité et de leur accomplissement, à ce stade, j'entends. C'est-à-dire que malgré cet accomplissement, il leur manque encore cette molécule qui permet de transformer le plomb en or, quoi. Et vous, ces biais, comment est-ce que vous les avez gérés? Avec le temps, avec la confiance, avec les accomplissements professionnels, avec de manière sans violence. Hein. Moi, je suis toujours heureux de la réussite d'autrui. Je me suis toujours interdit de jalouser autrui. Que je sois stimulé par la réussite d'autrui, c'est incontestable. Que je me fixe des concurrents qui sont de glorieux aînés. Je ne me suis jamais fixé comme concurrent des gens de mon âge. Je pense qu'il faut être complètement idiot pour se mettre en concurrence avec les gens de son âge. Il faut se mettre en concurrence avec vos aînés. Mais j'ai toujours été heureux pour la réussite des gens. Et je n'ai jamais considéré que la vie était un jeu à somme nulle. Donc je suis heureux que les gens réussissent. Et je m'interroge lorsque je ne réussis pas quelque chose, lorsque quelqu'un d'autre est retenu sur un pitch, pourquoi je ne l'ai pas été. Je ne vais pas blâmer quoi que ce soit. Mais j'ai noté dans un coin qu'il y avait effectivement, par rapport à la perception que autrui peuvent avoir de votre propre désir d'accomplissement, un biais qui peut être lié à la place que l'on vous prédestiné dans la société. Donc votre conseil aux jeunes étudiants, aux jeunes confrères, ce serait de... Ça fait un peu poster de managérial américain des années 80, mais d'abord qu'il n'y a pas de limite et qu'il faut avoir confiance en soi, et que c'est quand on ne se relève pas qu'on perd le match. Quand on tombe, un boxeur tombe. C'est quand il ne se relève pas qu'il perd le match. Voilà, il faut essayer, il faut recommencer. Et puis la vie est longue. C'est ça aussi, c'est qu'on a oublié la dimension du temps long. On oublie qu'on va passer 45 ans dans cette profession. Ok, on va galérer 2 ans. Ok, on va se planter, on va recommencer. Et si sur les 45 ans d'exercice professionnel, on en aura passé 37 ou 38 heureux à faire ce qu'on aime, c'est peut-être pas grave qu'on en ait chié pendant 7 ans. C'est pas grave. Il faut recommencer. Il faut réessayer. Voilà, donc voilà, moi c'est l'irrémédiable que je déteste. Je déteste l'irrémédiable. Et c'est pour ça que je suis en même temps fasciné par le cinéma des frères Cohen, parce que pour moi c'est le cinéma de l'irrémédiable. À chaque fois dans les histoires des films des frères Cohen, quelque chose s'est déclenché qui, dans une sorte de mécanique, devient irrémédiable. Et je suis fasciné par cette espèce de mouvement horloger du destin. Il y a ça dans les livres de Russell Banks. Oui, il y a ça dans les livres de Russell Banks. Ouais. Exactement. Il y a quelque chose qui se... Voilà. Et ça c'est quelque chose que je veux éviter, de la même manière que, si j'ai cherché dans mes maîtres et complices, je suis un très grand fan de Tchekhov. Et Tchekhov, c'est toujours les histoires qui sont passées les unes à côté des autres. À cause d'un événement historique, à cause des pressions. C'est comme un film de Ozu. La pression sociale chez Ozu, les pressions historiques chez Tchekhov, font en sorte qu'on passe les uns à côté des autres et à côté de nos destins. Pour moi, regarder sa vie dans un rétroviseur, en se disant qu'on n'a pas pris le risque qu'il fallait, au moment où on pouvait le prendre, je ne veux pas vivre avec ça. Je ne veux pas vivre avec ça. On essaye, on se trompe, on recommence. On se réajuste, c'est pas grave ça. Donc c'est ça pour moi ce qu'il faut enseigner, ce qu'il faut transmettre, c'est ça. Et alors, une source d'inspiration actuelle pour vous, c'est quoi? En une personne, vous voulez dire? Une source d'inspiration, ça peut être de l'art, ça peut être... C'est difficile, c'est une question trop riche parce que c'est un kaléidoscope. En fait, je vais dire quelque chose qui peut faire tarte, ça va faire petite maison dans la prairie, mais je pense que c'est ma principale source d'inspiration, c'est ma femme et mes enfants. Je pense que c'est eux qui me régénèrent. Je pense que c'est quand je regarde mes enfants jouer, quand je les vois sauter d'un rocher dans l'eau l'été dans la Méditerranée, que je discute avec ma femme comme ça en les regardant, que je me dis voilà, en fait c'est eux qui m'inspirent. Et votre dernière joie? Ma dernière joie, ça a été, on va revenir sur le plancher des vaches. Ma dernière joie, c'est qu'un client m'a fait appel à moi il y a 3 semaines pour un dossier tentaculaire qui me fait ne pas dormir, ne pas vivre de manière saine. Mais je suis au cœur aujourd'hui d'une aventure dans un dossier et je me dis, voilà, j'ai de la chance parce que je fais quelque chose que j'aime. Donc, ma dernière joie, ça a été
il y a 3 semaines, quand un directeur juridique d'un groupe m'a appelé en disant on est vraiment coincé, ça fait 2 mois qu'on galère, est-ce que vous pouvez venir ? Et voilà, et après je les ai plus quittés pendant 3 semaines. Je les ai littéralement quasiment plus quittés depuis 3 semaines. Ça, c'est une joie. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? Vous voulez dire par opposition à un gilet jaune, c'est ça? Non, sous ma robe, ce que je porte? Sous votre robe. D'avocat? Ce que je porte? Je sais pas si vous portez d'autres robes que celle d'avocat. Non. Vous voulez dire si je porte une... Enfin, votre question est certainement plus intelligente que ce que j'en comprends. Qu'est-ce que je porte sous ma robe? Qu'est-ce qu'il y a sous le capot, vous voulez dire? L'engagement et la... C'est un mot que j'ai pas encore employé dans notre échange, mais l'enfant, c'est pour moi quelque chose de très important. C'est pas complètement une réponse à votre question, mais il y a un très joli terme, il y a une très jolie phrase de Byron qui disait be childlike, not childish. Donc, je pense qu'il faut être pareil à des enfants. Et je suis extrêmement attentif à la fidélité envers les rêves d'enfants. Je veux que les enfants soient heureux, quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime mes enfants, parce que en les regardant, je me dis voilà, si tu les rends heureux, si tu arrives à faire en sorte qu'ils aient une jeunesse joyeuse, bon bah voilà quoi, tu as fait ton œuvre. Tu as fait ton œuvre. Donc sous votre robe d'avocat, vous portez l'enfant que vous étiez. J'espère encore aujourd'hui. Et je crois vachement à cette régression. Je pense qu'on passe notre vie à courir après notre enfance, évidemment, hein, et à se la réapproprier, et à s'acheter les jouets qu'on rêvait d'avoir. Et je pense que ça, c'est une préoccupation que j'assume et en laquelle je crois énormément. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Si vous aimez le podcast, parlez-en autour de vous et aussi pensez à me laisser un commentaire et une bonne note sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez. C'est ce qui m'aide le plus à lui donner de la visibilité. Je laisse aussi l'email de Camille en note de l'épisode pour que vous puissiez lui envoyer des pensées. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.